Et nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le stream où on parle de politique européenne et où la politique européenne vous parle. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez ce soir, on est en français et c'est tout simplement parce que notre invité de ce soir est français. Donc, je vais accueillir le député européen Geoffroy Didier pour qu'il nous parle de son travail au Parlement européen en français dans le texte. Ça me fait toujours un peu bizarre moi-même de parler en français parce que j'ai l'habitude maintenant de tout faire en anglais. Mais comme on dit, la France parle au français et il est important que les Français puissent savoir ce que leurs élus font à Bruxelles. Bonsoir Little Miss Derry. Donc Geoffroy Didier, il est eurodéputé français, il appartient au groupe PPE au Parlement européen, donc c'est la droite, et en France il est membre des Républicains. Il a 45 ans, il est député européen depuis 2017, ce qui veut dire qu'il a rejoint le Parlement au cours du dernier mandat, probablement pour remplacer quelqu'un. Et il est aujourd'hui, donc il a été réélu en 2019, et il est aujourd'hui l'un des vice-présidents de la commission spéciale sur l'intelligence artificielle à l'ère du numérique. Il est aussi membre de la commission des affaires juridiques, et enfin, il est membre suppléant de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Donc, avant de commencer la conversation et l'interview avec Monsieur Didier, je rappelle brièvement comment on va procéder et les règles de la maison pour les gens de l'audience qui sont nouveaux avec nous. Donc, notre invité il sera avec nous pendant 1 heure, après quoi il partira et il ira profiter du reste de sa soirée. Mais je resterai avec vous sur le stream pendant encore une demi-heure pour faire un petit débrief, discuter de ce que vous en avez pensé, donner des explications supplémentaires, des éléments de contexte, etc. J'ai préparé de mon côté des questions et j'en ai collecté d'autres via le chat. Excusez-moi, j'ai juste un pop-up qui est apparu, ça arrive, c'est les aléas du direct. Donc voilà, j'ai collecté les questions, vous pouvez en poser vous-même via le chat, je garde un œil dessus et je piocherai dans vos suggestions. Donc n'hésitez pas à participer et à réagir, et comme d'habitude, faites-le dans la bonne humeur et ne spammez pas. Le but de ces interviews, c'est de vous aider à mieux comprendre ce que c'est que le job de député européen, qui est Geoffroy Didier en l'occurrence, quelles sont ses priorités et quelques-unes de ses opinions sur la politique européenne. D'une manière générale, j'essaie d'inviter une diversité de députés, donc ce soir c'est quelqu'un du PPE, on a eu des gens de Renew, on a eu des gens des Verts, etc. Donc afin qu'ils puissent partager leurs opinions, que vous êtes libre ou non de partager, hein, c'est le jeu. L'objectif pour vous, c'est d'observer cette diversité qui peut exister et vous faire votre propre opinion, et moi mon rôle c'est d'animer la conversation sans me prononcer sur le fond. Ça veut dire qu'on ne rentrera pas dans des débats de fond, en profondeur, on fera pas un débat politique, et on touchera pas à la politique nationale, à moins que ça soit intéressant vis-à-vis de la politique européenne. Donc, gardez ça en tête au moment de poser vos questions. Sur ce, on va se lancer. Donc bonsoir et bienvenue à vous, Geoffroy Didier. Bonsoir, merci de votre invitation. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté d'être ici ce soir. Donc, comme j'ai expliqué à l'instant à l'audience, le but du jeu de ce soir et de ces interviews d'une manière générale, c'est de mettre un visage sur l'Union européenne et d'aider les gens à mieux comprendre ce qui se passe à Bruxelles. Et ça tombe bien, les députés européens, ils sont élus pour représenter les citoyens. Donc, vous êtes un peu parfait pour ce rôle-là. Donc ce soir, on va apprendre à mieux vous connaître, comprendre comment travaillent les députés européens et en savoir un peu plus sur ce que vous pensez de l'Europe. Donc, pour lancer la discussion, peut-être, je vous propose de vous présenter brièvement aux gens qui nous regardent, et ensuite on enchaînera avec mes premières questions. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Geoffroy Didier, j'ai 45 ans, et j'ai 2 activités. J'ai d'abord un métier, je suis avocat, parce que je n'ai pas envie de vivre de la politique. Donc je considère que c'est bien de conserver son métier. C'est difficile, ça prend du temps. Il faut arriver à faire les 2 à la fois. Je suis entre Paris, Bruxelles et Strasbourg. Mais j'estime que c'est plus sain, et c'est plus sain aussi de connaître la vie des entreprises avec lesquelles je travaille tous les jours et de ne pas être uniquement dans la sphère publique. Et puis, j'ai ce que j'appellerais une mission, c'est-à-dire mon engagement en politique. Être député au Parlement européen, ce n'est pas rien. C'est représenter la France au Parlement européen. C'est évidemment croire dans le projet européen, et j'y crois dur comme fer depuis très longtemps. C'est un projet de paix, c'est un projet économique, c'est un projet stratégique, c'est un projet de civilisation, on va en parler. Et donc, j'essaie de combiner l'exercice de mon métier et ma mission de député au Parlement européen qui me passionne. Et donc, je suis très heureux de parler d'Europe ce soir avec vous. Eh ben, parfait, on est là pour ça, donc ça tombe bien. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu comment vous êtes lancé, pourquoi vous êtes lancé en politique et comment vous êtes devenu député européen? C'est quoi votre parcours? Depuis que je suis gamin, j'ai envie de m'engager en politique et je crois dans la chose publique. Je crois que s'occuper des autres,
c'est ancré en moi. Je n'ai pas de parents ou de grands-parents sénateurs de la 4e République. Je n'ai pas ce qu'on appelle de l'atavisme quand on hérite de quelque chose de sa famille, pas du tout. Aucun de mes parents ne m'ont fait de politique, mais depuis que je suis gamin, j'ai envie d'en faire. Quand j'avais 10 ans, j'organisais des meetings dans ma chambre. Alors, mes parents me prenaient un peu pour un fou. Et tout cela est resté présent, ancré en moi. Et donc, j'ai fait des études d'avocat parce que j'estimais qu'il fallait avoir un métier avant tout. Et encore une fois, je conserve et j'y tiens. Mais je m'intéressais très tôt à la chose publique, au monde politique et surtout à ce qu'on pouvait faire. Parce que c'est pas faire de la politique pour faire de la politique et pour le plaisir d'en faire. Non, bien sûr. Le but, c'est d'être là pour les autres et de faire avancer le schmilblick. Et donc, j'ai commencé en fait mon engagement politique en travaillant pour des ministres, en étant leur plume, c'est-à-dire en écrivant leurs discours, et puis en étant aussi celui qui faisait de la pédagogie auprès des journalistes, notamment sur l'action du ministre. Après, j'ai commencé à être élu. Je suis devenu conseiller régional d'Île-de-France à 30 ans, je crois, ou 32 ans. Donc, l'Île-de-France, c'est Paris et sa banlieue, avec des choses très concrètes. J'étais par exemple responsable du logement en Île-de-France. Donc, construction des logements d'étudiants, construction des logements sociaux, donc vraiment des gros sujets. Oui, puis des très concrets. Moi, ce que j'aime, c'est en fait le concret. Bon. Et je vais vous en parler sur l'Europe. Et ensuite, je n'ai pas voulu devenir député à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Moi, ce que je voulais, c'est être député au Parlement européen. Parce que je crois en l'Europe, que j'aime l'Europe, que je veux la défendre, je sens bien qu'elle est en danger et que la seule manière de la sauver du populisme, des excès, des caricatures, c'est de la réformer en profondeur et de l'intérieur. Pour la réformer de l'intérieur, il fallait être membre du Parlement européen. Et donc, j'ai été candidat dès 2014 au Parlement européen. Je n'ai pas été élu tout de suite puisque ce sont des scrutins de liste. Oui. J'ai succédé en cours de mandat, comme vous l'avez dit, à quelqu'un, donc je suis arrivé en 2017 et j'ai été réélu en 2019 pour vraiment avoir un vrai mandat depuis le début. Parce qu'en réalité, j'ai remarqué, c'est que vous mettez quand même plusieurs mois à comprendre comment fonctionne le Parlement européen. C'est pas simple. Oui. Voilà. Et quand vous arrivez en cours de mandat, vos petits copains, ils ont déjà pris tous les bons sujets et il ne vous reste que ceux que vous n'avez pas forcément choisis. Donc on s'adapte, très bien, mais désormais, je suis en train de faire tout un mandat et donc là, j'ai pu m'orienter vers des défis dont on va parler aussi et qui sont, à mon avis, stratégiques pour l'Europe et pour la France. Écoutez, c'est très bien. Avant qu'on passe à la suite, j'ai Litos Mideri dans le chat qui demande quelle est votre spécialisation en droit. Droit des sociétés, droit des entreprises. J'ai fait ce qu'on appelle du pénal des entreprises, comme par exemple un patron est accusé de corruption. Il y a ceux qui défendent le patron et puis il y a ceux qui défendent l'idée qu'il est corrompu. Ça, c'est du pénal des entreprises. Et je me suis ensuite spécialisé vraiment sur le droit des entreprises, sans forcément passer par le pénal. C'est-à-dire si une entreprise veut en acheter une autre, restructurer son activité, si l'entreprise malheureusement fait faillite, et on le sait avec la crise sanitaire et ses conséquences économiques, il y en a beaucoup. Donc c'est vraiment aider les entreprises à s'organiser, se structurer et éviter évidemment les dangers auxquels ils sont exposés. D'accord. Alors revenons un peu aux affaires européennes. Donc les députés européens, on sait, sont souvent spécialisés. Donc quels sont les sujets sur lesquels vous êtes focalisés? Donc j'ai compris de ce que vous disiez qu'en 2017 vous avez pris un peu les sujets qui restaient et maintenant depuis 2019 vous bossez vraiment sur les sujets qui vous intéressent. Donc sur quoi vous êtes spécialisé maintenant? En fait, je suis un peu injuste avec moi-même. Je dis que j'ai pris les sujets qui restaient. Non, j'ai réussi à attraper un très bon sujet qui m'a passionné. Et donc, dès 2017, je suis devenu ce qu'on appelle rapporteur. Rapporteur, c'est en gros le référent du Parlement européen sur un texte, c'est-à-dire sur un projet de réforme.
et je suis devenu rapporteur sur un sujet qui a abouti, que j'ai fait adopter à la quasi-unanimité au Parlement européen au bout de 2 ans de travail, que j'ai trouvé passionnant et qui surtout est un nouveau droit concret pour tous les consommateurs que nous sommes. On est tous consommateurs d'une manière ou d'une autre, on va sur Internet, on achète un billet d'avion, on achète une machine à laver. Eh bien, grâce à cette réforme qu'on a menée, qu'on a fait voter, tous ceux qui seront, donc notamment ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir, tous ceux qui seront victimes d'un acte illégal d'une très grosse entreprise pourront intenter une action en justice ensemble et non plus tout seul pour voir votre préjudice réparé. C'est-à-dire en fait, on vient de mettre en place en Europe ce qu'on appelle les class actions aux États-Unis, c'est-à-dire la possibilité d'agir en groupe en justice. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que agir tout seul en justice, c'est long, c'est coûteux et c'est incertain. Si par exemple, vous achetez un billet d'avion et qu'à cause du Covid, vous ne pouvez pas prendre l'avion et que la compagnie aérienne refuse de vous rembourser ce billet. Si vous faites tout seul un procès contre la compagnie, évidemment que ça n'aboutira pas. Ouais, bon courage. D'ailleurs, ce qui fait qu'on ne le fait pas, le procès. En revanche, si la compagnie a annulé des centaines, voire des milliers de personnes, et que ces personnes, par exemple, en se mettant sur un site internet et en s'inscrivant ensemble, se lient pour une action en justice commune, là, ça change la donne, parce qu'en réalité, le plus souvent, la compagnie aérienne est obligée de céder. Et donc ça, vous savez, à un moment où on dit toujours que l'Europe, c'est des normes, c'est des contraintes, c'est fait pour empoisonner la vie quotidienne des gens. Là, on a réussi à créer un nouveau droit, et non une nouvelle norme, et non une nouvelle règle, mais un nouveau droit concret pour les 500 millions de consommateurs que nous sommes. Et ça, c'est une vraie avancée. Vous voyez, au départ, je n'avais pas forcément choisi ce sujet, et en fait, il s'est avéré que c'était un super sujet parce que à la fin, il y avait une réforme concrète pour la vie des gens. Oui, en plus, si je me souviens bien, donc c'est ce qu'on appelle, c'est la directive sur les recours collectifs. Si je me souviens bien, au moment où c'était sorti, ou du moment où le travail commençait, il y a eu aussi pas mal d'attention dans les médias parce que c'est arrivé au moment où il y avait ce qu'on appelle Dieselgate, donc le scandale où Volkswagen et un certain nombre de constructeurs automobiles ont s'est aperçu qu'en fait ils avaient triché sur les tests d'émissions de leurs voitures. Donc beaucoup de consommateurs européens avaient été touchés et on voyait aux États-Unis justement ces class actions qui apparaissaient. Et il se trouve qu'en Europe, on commençait à travailler sur cette notion de recours collectif qui aurait été utile dans le cadre du Dieselgate. Oui, et puis vous savez, ce qui est intéressant aussi au Parlement européen, c'est qu'il y a quand même plein de cultures, de pays, de langues, c'est la richesse évidemment de l'Europe, qui s'associent mais qui s'affrontent aussi. Et pour vous donner cet exemple sur les recours collectifs, donc sur cette directive-là, au départ, les Allemands, ils n'étaient pas vraiment pour. Pourquoi ? Parce que les Allemands sont très attachés, c'est légitime, à leur industrie, notamment à Volkswagen et à d'autres grandes entreprises. Et donc l'idée que des consommateurs puissent plus facilement attaquer en justice ces entreprises leur posait un problème politique, ce que je conçois. Mais donc, nous, il a fallu qu'on trouve un juste milieu où le consommateur est beaucoup mieux protégé et où en même temps on protège les entreprises de toutes les actions en justice abusives, comme ça existe souvent aux États-Unis, et qui en fait dénaturent cette possibilité d'agir en justice. Et je veux dire, plus globalement, ce que je trouve génial au Parlement européen, contrairement d'ailleurs à l'Assemblée nationale en France, ou au Sénat, ou à la plupart des hémicycles et des assemblées, c'est qu'au Parlement européen, vous construisez des majorités. Vous négociez avec d'autres formations politiques pour trouver une voie commune et un juste milieu. Vous trouvez la solution d'équilibre qui fait qu'à la fin, vous faites voter le texte et vous êtes sûr qu'il sera adopté à la majorité parce que vous avez fait des concessions, pas des compromissions. Vous ne reniez pas vos convictions, mais vous faites des concessions. Et donc, vous êtes dans la négociation permanente. Moi, je me souviens que la dernière réunion pour justement faire valider cette directive sur les class actions, sur les recours collectifs, il y avait tous les partis politiques. Moi, je représentais donc le Parlement européen. Il y avait en plus la Commission européenne qui était là. Il y avait le Conseil, c'est-à-dire en gros les chefs d'État, les représentants des chefs d'État européens. Il y avait tous les traducteurs parce que la réunion c'était en anglais. Et au bout de 2 heures, les traducteurs partent parce qu'on les avait en gros réservés pour 2 heures. Mais on n'avait pas terminé et on n'avait pas trouvé
d'accord. On est resté, en anglais, là pour le coup, 7 heures de plus. Donc la réunion va durer 9 heures et on s'était dit on ne sort pas de la salle tant qu'on n'a pas trouvé d'accord tous ensemble. Ça veut dire que chacun fait ses petites concessions, mais à la fin, on a un texte commun et c'est à l'Assemblée nationale en France, la majorité s'impose à la minorité. Ouais. Et ce Ça, sont des on affrontements va en permanents. parler dans un moment. Justement, une question sur. J'ai une question un peu plus tard sur cette différence entre la politique européenne et la politique française. Et c'est intéressant parce que voilà, ça montre ce que vous dites. Ça montre d'une part que la politique européenne, bah, c'est marathonien. Hein, c'est pas, ça se fait silent. Ça peut être frustrant quand en plus qu'on est à la culture politique française où les choses se passent vite parce qu'il y a la majorité qui, comme vous le dites, peut imposer sa décision et voilà, ça va vite. En 6 mois, on a un texte. Au niveau européen, négocier une nouvelle législation, ça prend 2 ans, 2 ans et demi, et parfois plus. Hein. On a des textes qui sont bloqués pendant longtemps. Oui, mais en France, on fait peut-être un texte en 6 mois, mais après, il est rarement appliqué. C'est ça. Alors qu'en Europe, on met plus de temps, effectivement, parce qu'il faut trouver un accord. Mais une fois qu'on a l'accord, comme les règles européennes s'imposent aux règles nationales, bah, on est à peu près sûr qu'au moins les règles européennes elles sont appliquées à la fin. Ok. Et encore une fois, voilà, cette idée que un mot qu'on entend souvent à Bruxelles, c'est l'idée de compromis, alors qui n'est pas un gros mot à Bruxelles. Hein, un compromis, c'est l'accord gagnant-gagnant. Voilà, c'est une méthode de travail qu'on connaît pas très bien en France, hein, parce qu'on a une autre pratique politique. Donc, au Parlement européen, c'est une approche de la politique plus anglo-saxonne, à l'allemande aussi, où c'est la construction de coalition. Donc, ce qu'on appelle les compromis. Ce qui fait qu'au Parlement européen, on n'est pas là pour faire les petites phrases politiques que vous voyez souvent sur BFM TV ou sur d'autres chaînes info à l'Assemblée nationale, où chacun critique l'autre, où chacun vote contre l'autre sous prétexte qu'il n'appartient pas à au même parti politique. Là, moi, je travaille avec des Renew, avec des Verts, avec des Goué, c'est-à-dire avec l'extrême gauche, et on trouve des accords ensemble. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, la seule chose qui nous guide, c'est l'intérêt général. Et toutes les postures politiciennes et partisanes, on les met au vestiaire. Et ça change quand même par rapport à la politique française. Eh ben, ça me fait une transition parfaite vers la question suivante, c'est... donc vous êtes habitué de la politique française, hein, vous l'avez dit, vous avez travaillé dans les cabinets ministériels, etc. Vous êtes habitué de la politique française. Donc quel a été votre plus gros choc culturel et politique quand vous êtes arrivé au Parlement européen en 2017 ? Alors, il y a quand même un choc culturel, c'est que même si le français est une des langues officielles de travail de l'Union européenne, en fait, si vous ne parlez pas anglais, vous êtes largué. Et on est peu. Moi, j'ai vécu 4 ans aux États-Unis, donc forcément, je comprends et je parle l'anglais, même si évidemment, on est toujours perfectible, et j'estime qu'on n'est jamais vraiment bilingue. Mais en gros, on est peu de députés européens français à parler et à maîtriser l'anglais. Mais si vous ne parlez pas anglais, vous êtes largué, comme je disais, parce que je vous donnais l'exemple de ma réunion de 9 heures. Celui qui ne parle pas anglais, quand les traducteurs partent, comment il fait ? Et en fait, la vraie langue, on peut le regretter, mais la vraie langue commune de travail, si vous voulez négocier un amendement sur un texte avec un député européen, allemand ou letton, polonais, dans le couloir, ça se fait en anglais. Donc, j'ai compris à quel point, encore une fois, on peut le regretter, mais il ne suffit pas de regretter ou de ne pas regretter, il suffit de constater et d'avancer pour pouvoir travailler et obtenir des résultats. Quand on veut obtenir des résultats, il faut certes défendre son pays, parce que moi je ne me considère pas comme un eurodéputé, je me considère vraiment comme un député français au Parlement européen qui va défendre les intérêts de la France à Bruxelles. Mais en fait, paradoxalement, pour mieux défendre la France à Bruxelles, il faut aussi savoir maîtriser l'anglais. Bon, on répétera pas ça à Monsieur Quatremer, hein, qui est très à cheval sur l'usage du français à Bruxelles. Et d'ailleurs, dès qu'il y a des traducteurs, moi je parle français, parce qu'il y a même des députés européens français qui finissent par parler anglais alors qu'il y a des traducteurs. Là, dans ce cas-là, je prends la parole en disant c'est pas très respectueux des traducteurs, d'abord, qui sont là quand même pour traduire, et puis c'est pas très respectueux non plus du pays qu'on est censé représenter et incarner. En revanche, je suis honnête avec vous, je ne suis pas là pour raconter des histoires. Dans les couloirs, ça parle anglais. Ok. Donc, vous appartenez
à la délégation française du PPE. Donc PPE, comme je disais en introduction, c'est la droite, c'est le groupe européen auquel appartiennent les républicains au niveau européen. Donc aujourd'hui, la délégation PPE française, c'est 8 députés, alors que vous étiez de mémoire 20 au dernier mandat. Ça veut dire qu'il y a eu probablement une perte d'influence au sein du PPE. Donc comment, en tant que délégation et en tant que député, vous faites pour rester influent au sein du PPE d'une part et dans le Parlement d'une manière générale? Il faut être très organisé. Alors, comme nous ne sommes que 8, effectivement, vous avez raison de le souligner, de le déplorer, il a fallu qu'on se spécialise quand même chacun et qu'on se répartisse les rôles. Je me suis par exemple spécialisé sur le numérique, parce que ça me passionne, parce que c'est l'une des 2 priorités de la Commission européenne, c'est-à-dire celle qui fixe l'ordre du jour de la politique européenne, c'est-à-dire l'écologie et le numérique. Donc j'estimais que le numérique était évidemment une des 2 jambes principales de cette mandature. Et puis parce que nos vies se digitalisent et qu'il est quand même plus que temps de réguler Internet avec un principe très simple, c'est que tout ce qui est illégal hors ligne, c'est-à-dire dans la rue, dans la vie de tous les jours, doit aussi devenir illégal en ligne. Il n'y a pas de raison que ce qui se passe sur Internet soit totalement déconnecté du réel. Et donc, je me suis spécialisé pour ma part sur le numérique et d'autres se sont spécialisés sur, par exemple, les questions migratoires, sur l'écologie, sur la santé, qui n'est pas une compétence officielle de l'Union européenne, mais qui, vous l'avez tous constaté avec la crise sanitaire, devient quand même un vrai sujet européen. Donc, en fait, on s'organise en se répartissant les tâches, premièrement. Deuxièmement, on s'organise en se parlant beaucoup, parce que quand il s'agit de choisir ses votes, il faut quand même qu'il y ait une solidarité et même une solidité entre nous. Ouais, il faut de la cohérence. Quand même que l'info soit très fluide pour garder une cohérence, même si parfois on a des sensibilités différentes et qu'on peut émettre des votes différents, mais encore faut-il en avoir parlé avant. Et puis enfin, pour compter, alors que nous ne sommes que 8 dans cette délégation française du PPE, il faut travailler avec les autres délégations. Et il faut savoir pas donner des leçons de morale au nom de la France, parce que nous ne pouvons pas trop nous le permettre, nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour se permettre de donner des leçons de morale aux autres, et puis de toute façon, donner des leçons de morale, c'est jamais bien. Moi, j'aime pas en recevoir, donc j'évite d'en donner aux autres. En revanche, il faut savoir travailler avec ceux qui comptent. Par exemple, les Allemands comptent beaucoup au Parlement européen, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont très bosseurs, parce qu'ils sont très organisés, et parce qu'ils sont très solidaires entre eux. Et je vous donne un exemple. Au sein d'une des commissions auxquelles j'appartiens, la commission des affaires juridiques. Logique, comme je suis avocat, ça fait sens. Ça fait sens que je sois membre de la commission des affaires juridiques. Eh bien, je suis devenu l'un des 2 référents du PPE pour cette commission. Ça s'appelle coordinateur et vice-coordinateur. Eh bien, le coordinateur du PPE, c'est-à-dire celui qui représente l'ensemble du PPE au sein de cette commission, c'est un Allemand. Et moi, je suis devenu vice-coordinateur. Donc, en gros, le 2e du PPE au sein de cette commission. Mais comment j'ai obtenu ce poste ? Je l'ai obtenu en faisant ticket avec celui dont je savais qu'il allait gagner parce qu'il était allemand et parce qu'il était très organisé. Et donc, je lui proposais mes services parce que j'estimais que c'était vachement bien d'avoir des responsabilités dans une commission comme celle-là, qui est en plus une commission stratégique, transversale et tout. Donc, il faut savoir travailler, être un peu malin et travailler avec ceux qui comptent. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour la commission juridique. Donc, juste pour donner aussi un élément de contexte à l'audience, pour bien montrer l'importance du poste, donc ce qu'on appelle les coordinateurs dans les commissions, c'est un poste qui est politiquement vital. C'est le poste de puissance par excellence. C'est-à-dire que à choisir un député qui va être influent, il préfère être coordinateur qu'être président de commission. Exactement. Parce que le coordinateur, c'est celui qui va faire les acquis. En gros, c'est le chef de son groupe politique dans cette commission parlementaire. Donc c'est lui qui va distribuer les dossiers, c'est lui qui va déterminer, qui va faire les arbitrages quand il y a des divisions. C'est le chef du groupe politique dans sa commission parlementaire. Et donc évidemment, politiquement, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc c'est pas un titre ronflant comme par exemple président de la commission, qui est certes plus prestigieux. Mais en fait, vous passez la parole et vous ouvrez les micros et vous les fermez, alors que quand vous êtes coordinateur ou vice-coordinateur, vous êtes vraiment stratégiquement placé pour travailler vous-même sur les bons dossiers et pour les répartir au mieux en fonction des intérêts et des forces de chacun. C'est là qu'est le pouvoir. Donc toujours pour continuer un petit peu, puisqu'on parle du PPE, le sujet un peu, j'ai pas envie de dire tarte à la crème, mais un classique, c'est la Hongrie.
Donc on le sait, la Hongrie et le Fidesz, donc le Fidesz c'est le parti conservateur hongrois du Premier ministre Viktor Orban, a empoisonné, on va le dire, la vie du PPE pendant des années. Parce que en Hongrie, il y a une dégradation de l'état de droit, une forme de dérive populiste et des attaques de répétées du Fidesz et donc du Premier ministre Viktor Orban. Le tout sachant que ça posait problème parce que le PPE, c'est le principal parti pro-européen du Parlement, donc ça faisait un petit peu désordre. Le Fidesz maintenant a quitté le PPE, et on sait qu'il discute aujourd'hui avec d'autres partis ultra-conservateurs, voire d'extrême droite, donc le PiS polonais et la Lega italienne notamment. Est-ce que vous, donc on sait que c'est un sujet qui a divisé au sein du PPE, est-ce que vous êtes soulagé de voir le Fidesz en dehors du PPE, ou est-ce que vous considérez que c'est une perte? En fait, j'étais pas pour le fait qu'ils partent, ou pour l'idée même de les exclure. Pourquoi ? Parce que oui, c'est vrai que Viktor Orban, donc le dirigeant de la Hongrie, pose quand même des problèmes. C'est-à-dire qu'il a mené des réformes qui, sur l'état de droit, sont quand même plus que limites. Et il a une politique migratoire, certes extrêmement ferme. Je ne suis pas du tout contre la fermeté en matière migratoire, mais qui, dans les méthodes, peut parfois poser des questions et s'éloigne un peu des valeurs du PPE, certes. Mais je préférais quand même stratégiquement qu'il reste avec nous plutôt qu'il s'en éloigne. Pourquoi ? Parce que tant qu'il était avec nous, dans notre groupe, on pouvait lui parler, lui dire des choses et exprimer des désaccords. Et en fait, c'était un peu l'enfant terrible du groupe. Comme, je sais pas, dans une classe, il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus bruyant que les autres. Mais tant qu'il reste dans la classe, vous le maîtrisez. Le jour où il sort de la classe, vous ne le maîtrisez plus, vous ne savez pas ce qu'il fait. Et donc, il n'a plus de compte à rendre à personne. Et maintenant qu'il est parti, donc moi j'étais contre leur exclusion, contre son exclusion, pour le principe que je viens de vous faire partager. Maintenant qu'il est parti, il est en roue libre, il peut partir en sucette et il peut s'allier à des extrémistes et on ne pourra plus rien lui dire puisqu'il n'est plus avec nous. Donc, je préférais stratégiquement, ça ne veut pas dire que j'approuvais tout ce qu'il faisait, mais je préférais stratégiquement le garder avec nous plutôt que de le laisser partir. J'ai refusé le fait qu'il soit exclu pour cette raison-là, mais de toute façon, il a fait lui-même le choix de partir, et à un moment, on ne pouvait pas non plus retenir les gens contre leur volonté. C'est sûr. Je reviens un tout petit peu en arrière, parce que je vois une question du chat de Little Miss Derrick qui demande quand vous choisissez en tant que député de vous spécialiser, quelles sources d'informations vous utilisez ? D'abord, avant les informations, ce sont les intuitions. Moi, j'avais vraiment envie de bosser sur le numérique parce que je pense que c'est un défi de société majeur, que c'est devenu, avant même la crise sanitaire, évidemment que ça s'est accentué avec le crise Covid, notre vie quotidienne, et qu'en fait, il y a très peu de régulation. Il y a des contenus haineux qui se baladent sur Internet sans qu'on puisse faire grand-chose. La police, par exemple, face à cela, a très peu de moyens. Nous-mêmes, on est désarmés si on se fait insulter sur des réseaux sociaux. Il y avait des contenus pédopornographiques, il y a des contenus terroristes ou qui font l'apologie du terrorisme, enfin, des trucs de fous qui se baladent en toute impunité. Donc, j'estimais quand même qu'il était urgent d'agir. Et donc, encore une fois, avant même d'avoir des informations, il fallait avoir cette volonté politique que j'avais. Et puis aussi, ce que je veux, c'est pas uniquement réguler Internet, c'est aider les entreprises, les startups, les entreprises d'intelligence artificielle à innover, à performer et à ce qu'à la fin de la mandature, l'Europe soit devenue un champion du numérique et qu'on ne soit pas à chaque fois tributaire des États-Unis ou de la Chine qui nous imposeraient nos vues. Il faut que quand on croit dans le continent européen et dans le projet européen, il ne suffit pas de le dire, il faut organiser une indépendance européenne, stratégique, économique. Et pour ça, j'estime que sur un défi comme le numérique, l'Europe, ça a du sens. Parce que vous ne pouvez pas réguler tout seul le numérique. Si par exemple la France voulait réguler le numérique, vous pensez qu'en France, en France, on est trop petit pour résister aux GAFA. En revanche, et c'est là où l'Europe fait sens, c'est que unis, on est beaucoup plus fort pour résister aux GAFA. Je vous donne un exemple. Quand Mark Zuckerberg, le patron de Facebook,
a volé des données personnelles et les a commercialisées. C'était l'affaire dite Cambridge Analytica. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. Eh bien, il a fallu qu'il aille s'expliquer devant le Congrès américain. Pourquoi ? Parce qu'il est lui-même américain, donc il est allé s'expliquer devant le Congrès, devant les représentants de son pays. Mais l'autre seul endroit où il a accepté d'aller aussi s'expliquer, c'est le Parlement européen. Pourquoi ? Parce que l'Europe, c'est 500 millions de consommateurs. Et donc, il a bien compris que l'Europe est désormais suffisamment puissante pour résister à des entreprises comme Facebook, qui sont des entreprises mondiales plus puissantes que les États. Donc, il n'est pas allé s'expliquer devant l'Assemblée nationale ni devant le Sénat français. Donc, vous voyez, sur un sujet comme ça, je me disais que l'Europe, ça faisait sens. Et donc, je suis allé chercher toutes les infos possibles sur, en gros, est-ce que ça va être une priorité de ce mandat pour l'ensemble des institutions européennes. Et quand j'ai vu que la Commission européenne, donc celle qui met sur la table les projets de loi, c'est-à-dire les directives ou les règlements, a dit on aura 2 priorités, le climat, évidemment, le défi majeur, et la régulation du numérique, eh bien, je suis allé sur le numérique. D'accord. Parce que je me suis dit que j'aurais les moyens de... Ouais, vous aviez les munitions, vous aviez quelque chose à amener, à mettre sur la table pour contribuer au Donc, débat. Il y avait une volonté très claire de ma part, et en plus l'assurance que ça allait devenir une priorité du mandat. Voilà, et c'est une question aussi d'instinct stratégique et d'instinct politique. Enfin voilà, vous êtes élu, c'est en partie votre boulot aussi d'avoir du flair. On peut se tromper, hein. On peut se tromper, hein, mais en l'occurrence, vous avez eu du flair. Et d'ailleurs, je trouve que le texte, on va peut-être en parler, mais le texte de régulation du numérique que la Commission européenne a mis sur la table, et donc qui maintenant fait l'objet de débats au Parlement européen. Parce que comment ça fonctionne ? La Commission européenne propose des règlements ou des directives. C'est le Parlement européen qui récupère le texte et qui ensuite le corrige, l'amende, en fait ce qu'il veut et le fait adopter. Et puis, une fois que ce texte est adopté, quel que soit le thème, on se réunit dans la salle dont je vous parlais, vous savez, celle où je suis resté 9 heures, on se réunit la Commission européenne qui revient, le Parlement européen, qui est représenté par le rapporteur du texte, par exemple celui que je rapportais, dont j'étais donc le responsable au nom du Parlement européen pour les actions en justice, et puis le Conseil européen, en gros, c'est les États membres, on se réunit tous ensemble, et à partir du texte initial de la Commission européenne et du texte corrigé et voté par le Parlement européen, on met tout ça sur la table, toutes les versions du texte, et on ne sort pas de la pièce. Ça peut donc il n'y a pas un seul texte unique, ouais. Plusieurs mois, parce que je dis une réunion, mais ça peut être pour avoir un seul texte à la fin. Voilà, ce processus, c'est ce qu'on appelle les trilogues à Bruxelles. Donc exactement, les trilogues. Les 3 institutions, Conseil, Parlement européen, Commission européenne, qui se mettent ensemble et qui bossent jusqu'à un accord. C'est ça. Donc vous rentrez dans la salle, vous avez dans la salle. C'est pas comme vous le dites, c'est pas une seule réunion, mais vous rentrez dans la salle, vous avez trois versions d'un texte différent. À la fin, il doit en avoir une seule. Donc derrière, faut discuter. Puisqu'on parle un peu de priorités politiques, donc est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, c'est quoi vos 3 priorités politiques, les 3 choses que vous voudriez avoir accomplies pendant votre mandat? Je voudrais d'abord, justement, puisqu'on a commencé sur le numérique, allons-y. Ce que je voudrais, c'est avoir mis en place, contribué à mettre en place, parce qu'il faut être modeste, hein, on est 700 députés, on n'est jamais soi-même responsable de tout. Et encore une fois, comme on l'a dit, il faut savoir négocier et faire des compromis, des concessions. Mais je voudrais avoir largement contribué à réguler Internet. Ce n'est pas pour le plaisir de réguler ou de mettre des normes, mais assainir ce monde à la fois génial et en même temps insensé qu'est Internet. Donc, exemple, que l'Europe dise, quand il y a des contenus haineux qui se baladent, que l'Europe s'affirme clairement pour exiger leur retrait. Ça, c'est concret, parce que ça sauve des vies, parce que c'est un vecteur de valeur, et parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se laisse dicter notre conduite par, même si je les respecte, par Facebook, par Twitter ou par d'autres réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment ma première volonté, et je pense qu'il y a un vrai besoin là-dessus. La deuxième, c'est en gros, je veux quand même rappeler un principe qui pour moi est essentiel, c'est que
c'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est européen? Pourquoi est-ce qu'on s'est mis tous ensemble à un moment? Certes, parce que c'était un projet de paix après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi parce qu'on a quand même des valeurs communes. On est au fond une civilisation européenne. On a des racines, on a une histoire, on a des valeurs, on a des principes. Et le principe, par exemple, c'est que on respecte aussi bien la femme que l'homme. On a des principes démocratiques, on a des principes de laïcité, où on ne laisse pas la société se faire grignoter par du communautarisme excessif ou par ceux qui ont décidé de transformer leur religion en idéologie politique. Et donc, je vous donne un exemple de combat, puisque c'est le deuxième combat après la régulation du numérique, c'est de préserver notre identité culturelle. Je souhaite que la Turquie, j'ai absolument rien contre le peuple turc, évidemment que je respecte tous les peuples, quels qu'ils soient, mais je considère que la Turquie n'a pas sa place dans l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que la Turquie ne doit pas être un partenaire de l'Union européenne, mais je souhaite que la Turquie n'intègre pas l'Union européenne parce que la manière dont Erdogan, le dirigeant actuel de la Turquie, se comporte n'est pas conforme à nos valeurs. Et ça, c'est important non seulement de le souligner, mais de le faire triompher. Pourquoi ? Parce que si vous faites rentrer des gens qui n'ont absolument pas, qui ne respectent pas du tout les règles du jeu et qui sont vecteurs de choses très, très différentes de vous, à la limite, l'union n'a plus de sens. Parce qu'il faut bien quand même qu'on s'unisse autour de quelque chose. Enfin, c'est pas comme dans une famille, dans n'importe quelle famille, on essaie de véhiculer des valeurs. Quand vous êtes membre d'une association, oui, si vous allez à l'encontre de ça, voilà, vous partez sur un chemin différent. Donc du coup, si je résume un peu, donc pour donner le contexte, la Turquie est officiellement en négociation avec l'Union européenne pour intégrer l'Union européenne, mais ça fait des années que le processus il est dans les limbes. Donc si je comprends bien, il est suspendu, mais il n'est pas abandonné. Voilà, c'est ça. Donc vous voudriez un peu mettre les choses sur la table, dire voilà, on arrête le process, on met fin à la négociation. On met fin parce que j'estime que la Turquie en fait n'a pas vocation à intégrer l'Union européenne. Et surtout le dire comme ça, de manière très claire, je trouve ça beaucoup plus respectueux du peuple turc plutôt que de le faire attendre à chaque fois dans la salle d'attente, et beaucoup plus respectueux des peuples européens qui ont parfois vu l'Europe s'élargir sans qu'on leur demande leur avis et qui ont l'impression que la civilisation européenne à laquelle ils tiennent tant est en train de s'étioler. Et donc je pense que c'est pas bon en fait pour l'Europe. Et encore une fois, je me sens vraiment pro-européen. C'est pas bon pour l'Europe de l'élargir à tout crin, parce qu'en fait, ça la dessert, cette Europe, et ça la met en danger sur ses bases. Et puis, je termine sur mon troisième combat. J'ai vraiment envie que l'Europe, ce soit, parce que c'est bien de parler de civilisation, mais que l'Europe, ce soit le plus concret possible. En fait, je voudrais que ce soit une boîte à outils que les Français puissent utiliser dans leur vie quotidienne. Je vous ai donné l'exemple du droit concret pour les consommateurs, c'est-à-dire pour vous, si un jour vous êtes victime d'une multinationale et que vous pourrez vous mettre ensemble pour voir votre préjudice plus facilement réparé. Et par exemple, je travaille aussi sur, alors c'est hyper concret, c'est même basique, mais la mise en place, qui pour l'instant est un peu l'Arlésienne qu'on attend depuis beaucoup d'années, d'un chargeur universel. C'est-à-dire que c'est tout, et si on met un chargeur universel européen pour tous nos appareils, les iPhones, les smartphones et tout, d'abord, ce sera un gros progrès écologique, parce qu'il y a 50 millions de tonnes de déchets électroniques par an à cause de la multiplicité des chargeurs. Alors évidemment, les grosses entreprises, ça les arrange d'avoir chacun et chacune un chargeur, parce que ça vous oblige à chaque fois à les remplacer et à les payer, ça coûte cher, donc ils organisent l'incompatibilité des chargeurs. Et bien là, j'estime que l'Europe doit aussi leur imposer la mise en place d'un chargeur universel. Ça facilitera notre vie quotidienne, même si c'est très basique, et surtout, ça permettra quand même de contribuer à sauver la planète, même si l'expression est évidemment excessive, mais 50 millions de tonnes annuelles de déchets électroniques, c'est pas négligeable. Rien qu'à cause des chargeurs, je pense que personne n'en a conscience. C'est sûr. Je vois le temps qui passe, donc je vais passer aux questions suivantes. Moi, je ne vois pas le temps qui passe, c'est que... Ah non, moi je pourrais rester là des heures. Je pourrais rester là des heures. C'est juste pour envie d'épuiser les gens. Donc,
parlons un peu de la vision française. Donc les Français, quand ils arrivent à l'Europe, entre guillemets, ils ont souvent la réputation d'être des Européens un peu à la napoléonienne. C'est-à-dire que l'Europe, ils sont très pour l'Europe tant que l'Europe est française. Est-ce que vous pensez qu'il y a un fond de vérité dans cette caricature, entre guillemets, de la vision française? Et à contrario, comment est-ce que vous décririez la vision européenne des autres pays? Le petit problème français que je commençais à évoquer tout à l'heure, c'est que comme on est la patrie universelle des droits de l'homme, on a tendance à penser qu'on est les meilleurs et qu'on va facilement imposer nos vues, que les autres vont s'incliner quand on va passer dans le couloir et qu'en fait, on pourrait se permettre de donner des leçons de morale. Enfin, en fait, on ne peut pas se le permettre parce qu'au Parlement européen, et tant mieux, c'est l'école du mérite, c'est ceux qui bossent le plus qui finissent par imposer leur vue. Vous pouvez avoir un ancien ministre ou un ancien premier ministre français qui arrive au Parlement européen, il est traité comme n'importe quel autre député au Parlement européen. S'il bosse, il est respecté. S'il ne bosse pas, même avec tous les titres et un CV bien rempli, il ne sera pas respecté. Et donc, il y a un petit décalage quand même entre l'image que l'on pense avoir au sein de l'Union européenne et la réalité des faits. Mais après, une fois que chacun a compris qu'on n'était pas là pour donner des leçons de morale aux autres, mais uniquement se mesurer à son travail et à son mérite, tout se passe quand même bien. Alors, il y a le sujet de la langue française que j'évoquais tout à l'heure, mais là-dessus, moi, je suis évidemment très favorable à ce qu'on promeuve et à ce qu'on défende la langue française, qui est encore une fois une langue officielle de l'Union européenne. Mais là aussi, je vais être honnête avec vous, et de manière très pragmatique, de manière très pratique, c'est bien de continuer à défendre le français, mais ça ne suffit pas, il faut aussi savoir parler anglais. Donc, après, c'est en fait, une fois que vous êtes au Parlement européen, que vous soyez français, allemand, italien ou polonais, j'ai envie de vous dire, peu importe. Ouais, vous devez bosser ensemble. Je me sens comme défendant les intérêts aussi de la France, mais pas seulement. Je crois au projet européen, donc j'ai pas envie à chaque fois de mettre en avant la différence culturelle qu'on peut avoir avec les autres. Il faut justement trouver des ponts, trouver des accords, essayer de bosser ensemble. Donc, je ne veux pas uniquement me réduire ou me résumer au fait d'être français quand je suis dans les couloirs du Parlement européen. Je suis aussi quelqu'un qui veut que l'Europe avance par rapport au continent américain, par rapport à la Chine, par rapport au GAFA, par rapport à la concurrence mondiale à laquelle nous sommes confrontés. D'accord. Pour revenir, on reste un peu sur le côté français et sur un point que vous aviez un peu évoqué au début. Donc, comme je disais, vous avez été très actif dans la politique française pendant longtemps. Vous étiez en cabinet ministériel, donc vous connaissez bien je le suis encore. Vous connaissez bien les pratiques des institutions françaises. Donc, comment est-ce que vous compareriez le mandat de député européen avec celui de vos collègues à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous considérez que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Voilà. Alors, pour moi, c'est beaucoup mieux d'être au Parlement européen. C'est la raison pour laquelle, comme je le disais tout à l'heure, j'ai souhaité et j'ai été candidat au Parlement européen. Je n'ai pas été candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Vous savez, les actes disent quelque chose sur les hommes et les femmes. Ce n'est pas un jugement de valeur. Je ne dis pas que je suis meilleur que les autres, pas du tout. Mais je dis juste que j'ai fait mon choix et que je l'assume. Certes, parce que je crois beaucoup dans le projet européen. Aussi parce que je pense que c'est là-bas que ça se passe. Je dis là-bas parce que ce soir, je suis à Paris et je ne suis pas à Bruxelles. Mais c'est au Parlement européen que ça se passe. C'est plus à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas trop de députés de sénateurs qui vont regarder cette vidéo. Mais franchement, la plupart de ce qui se passe, de toute façon, d'abord, c'est d'origine européenne parce que l'Europe s'impose, c'est la règle du jeu aux États. Parce que face à des défis de société comme le climat ou comme la maîtrise des flux migratoires ou comme évidemment le numérique dont on a parlé, ça dépasse les frontières. Ouais, c'est pas la France dans son coin qui a fait les choses. La pollution, elle ne s'arrête pas à Strasbourg, hein. Elle va aussi en Allemagne, elle va aussi dans tous les autres pays. Donc en fait, seule une action concertée a du sens sur de plus en plus de défis de société. Donc c'est au Parlement européen que ça se passe. Et à l'Assemblée nationale et au Sénat, on se dispute pour la télé, on
Bien sûr qu'il y a des lois qui se font, hein, heureusement, mais il reste des défis très nationaux. Et là aussi, heureusement, je ne suis pas, moi, personnellement fédéraliste. Je comprends qu'on le soit, c'est pas un jugement de valeur, mais moi, je ne suis pas souverainiste, je ne suis pas fédéraliste. Je ne veux pas diluer les souverainetés nationales dans un projet commun, mais je suis aussi contre le repli qui fait que l'Europe ne servirait à rien, alors que l'Europe est de plus en plus utile, selon moi, en tout cas, elle doit l'être de plus en plus, et qu'elle est de plus en plus au centre des opérations. Mais donc voilà, enfin, comment je ressens les choses. Non, ok, la préférence est marquée. Et j'avais posé la question à une de vos collègues la française de Renew, qui elle avait un peu esquivé la question en disant j'ai pas été élu à l'Assemblée nationale, donc je ne peux pas me prononcer. Mais bon. Non, moi je sais pas ça. Moi j'ai pas voulu, et je vais plus loin qu'elle. J'ai pas souhaité être député à l'Assemblée nationale, même si encore une fois je les respecte et tout. Hein. Parce que pour moi, c'est au Parlement européen. Voilà, vous avez fait un choix conscient. C'est un choix conscient, un choix politique. Voilà, et puis parce que j'aime ces stratégies de compromis, où on fait des concessions et où on bosse ensemble. C'est fou de se dire que, en fait, ce qui est dingue, c'est que quand on prend le train pour Bruxelles, alors dans le train, on retrouve évidemment beaucoup de députés européens de France, puisque je parle de Paris, mais qui ne sont pas du même parti. Mais quand vous êtes à Paris, vous n'osez même pas parler à des gens, à des collègues d'autres partis politiques, parce que vous dites, ah là, s'il y a un journaliste qui nous voit, il va penser que ça y est, on fait des arrangements, qu'on est en train de faire des accords secrets et tout, ce qui est débile. Alors que quand vous arrivez, quand vous êtes dans le train pour Bruxelles, quand vous êtes au Parlement européen, là, d'abord, il y a moins de journalistes, tant mieux là-dessus, et vous pouvez vous parler intelligemment, sans posture, sans que vous soyez accusé de faire des accords secrets. Ouais, on laisse le théâtre derrière et on parle des choses. Parce qu'on bosse ensemble sur des textes et on essaie de trouver la bonne voie pour l'intérêt général. C'est quand même beaucoup plus intéressant que de se réfugier dans ces postures, comme malheureusement souvent devant l'Assemblée nationale ou le Sénat, où il y a toutes les chaînes de télévision qui vous attendent et qui veulent la petite phrase du jour. Alors, je vois dans le chat que l'audience a repéré que vous n'avez pas la langue dans votre poche, et donc du coup, il pose une question difficile pour un député français. Bruxelles et Strasbourg. Vous défendez le siège strasbourgeois? Oui, non? Oui. Un certain? Oui, ok. Oui, et 3 fois oui, et je vais vous dire pourquoi. Je comprends très bien que l'idée qu'il y ait 2 sièges, ce soit franchement une hérésie. Et d'ailleurs, je vais dire, je suis pour un siège. Mais pas à Bruxelles, à Strasbourg. Pourquoi? Parce que si on veut réconcilier les Français, là je parle de la France, mon pays, notre pays, si on veut réconcilier les Français avec l'idée d'Europe, avec le projet européen, et on sait très bien qu'il y a beaucoup de populistes qui sont là pour essayer de tuer l'idée même d'Europe. D'ailleurs, entre nous, franchement, je me demande ce qu'ils viennent faire, parce que les populistes nationalistes qui viennent se faire élire au Parlement européen, en fait, ils sont payés par Bruxelles, parce que ça, pour venir chercher leur paye. Donc, ils viennent chercher leur paye à Bruxelles chaque mois pour être contre l'Europe. Mais attendez, c'est quoi ça? Si j'étais cynique, je dirais qu'ils viennent financer le parti, quoi. Si j'étais cynique, c'est ce que je dirais. Oui, mais même indépendamment du parti, je parle idéologiquement. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est vraiment, je trouve, schizophrène. Donc pour moi, incompréhensible et inconcevable d'être bien content de venir chercher sa paye à Bruxelles, mais d'avoir comme discours d'être contre l'Europe. Ça me semble pas cohérent. Et d'ailleurs, les mêmes, parce que je suis aussi conseiller régional d'Île-de-France, les mêmes se font élire dans les conseils régionaux, alors que dans leur projet, il y a le fait de supprimer les régions. Moi, j'avoue que je comprends pas. Mais bref, donc je suis à la limite pour qu'il y ait un siège, parce que le fait qu'on ait 2, évidemment, ça fait beaucoup de gaspillage d'argent public, je suis d'accord. Mais s'il restait un siège, je suis favorable à ce qu'il soit à Strasbourg. Et pourquoi? Parce que si on veut réconcilier les Français avec l'Europe, il faut leur rappeler que Strasbourg, c'est la vraie capitale de l'Europe. C'est celle qui fait sens, parce que Strasbourg, c'est le symbole de la réconciliation franco-allemande. Et c'est bien parce qu'il y a eu une Seconde Guerre mondiale, qu'à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale, grâce à la force des dirigeants français et allemands, comme la sagesse de se retrouver, eh bien qu'on a fait l'Europe. L'Europe, au départ, on l'a fait pour un projet de paix. Donc, Strasbourg,
ça a du sens que ce soit la capitale de l'Europe. Alors que Bruxelles, c'est vécu comme une capitale administrative. Et d'ailleurs, quand on dit Bruxelles, parfois pour certains, c'est quasiment une insulte, ce qui est évidemment bien excessif. Et donc, Bruxelles n'a pas de sens historique par rapport au projet européen, alors que Strasbourg, ça en a. Et la question, donc, je suis favorable à ce que Strasbourg soit conservé, quitte à devenir le seul siège. D'ailleurs, juste pour votre information, parce que je ne suis pas sûr que vous le sachiez forcément tous, il y a 3 sièges. Il y a Luxembourg Bruxelles, il y a Strasbourg, puis il y a Luxembourg. Et Luxembourg, on n'y va jamais, nous, les députés européens, parce qu'en fait, c'est une partie de l'administration de l'Union européenne qui est à Strasbourg, qui est à Luxembourg. Donc moi, je suis favorable même à ce qu'on supprime Luxembourg, où les élus, c'est-à-dire ceux qui ont quand même été élus par le peuple, ne vont jamais. Et s'il fallait un seul siège, qu'il soit à Strasbourg. Et j'en profite aussi, comme je n'ai pas la langue de ma poche, effectivement, je profite pour vous adresser un autre message. Un gros cliché sur l'Europe, c'est « Ah oui, mais l'Europe, tant de fonctionnaires, c'est suradministré ». C'est vrai, il y a beaucoup d'administration, puis parfois c'est beaucoup trop compliqué. Mais juste un exemple, vous savez combien il y a de fonctionnaires à la Commission européenne? Et enfin, pas seulement la Commission européenne, pardon, au sein des institutions européennes. Il y en a 50 000, 55 000. Vous allez me dire, oh là là, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Ouais. Mais on gère quand même 500 millions de personnes. Vous savez combien il y a de fonctionnaires à la ville de Paris? Alors moi je connais la réponse, mais allez-y. 55 000. Il y a autant, c'est hallucinant, il y a autant de fonctionnaires à la mairie de Paris qui gèrent la vie quotidienne de 2,2 millions d'habitants qu'il y en a au sein des institutions européennes pour gérer la vie de 500 millions d'habitants. Donc, je ne dis pas que l'Europe n'est pas suradministrée, mais si elle est suradministrée, eh ben, commençons déjà par balayer devant notre porte. C'est la mode du hashtag Ça cache Paris sur Twitter. Donc, j'y contribue peut-être en disant qu'il faut balayer à Paris. Je n'ai rien contre la fonction publique, parce que j'ai dans ma famille beaucoup de fonctionnaires et je crois beaucoup au service public. Mais je dis juste que là aussi, on donne souvent des leçons de morale où on attaque l'Europe et on l'accuse de tous les problèmes, alors qu'en fait, il faut quand même balayer devant notre porte-à-faux. Alors, j'ai une question dans le chat qui est très pratique. C'est est-ce qu'on doit résider à Bruxelles quand on est député européen? Comment on fait pour rester au plus près du Parlement quand on n'est pas sur place tout le temps? Parce qu'en fait, bon, indépendamment de ce qui se passe depuis un an, où il faut quand même que vous le sachiez, moi je ne suis pas d'accord avec ça, que depuis le mois de mars dernier, c'est-à-dire le début de la crise Covid, on ne se réunit plus, on n'est plus jamais retourné à Strasbourg, parce qu'on n'a pas le droit d'aller dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. On n'a plus jamais été tous ensemble dans la même assemblée, même en respectant les conditions sanitaires. On aurait pu faire un siège sur 2 et tout. Ça n'existe plus. Et les votes se font par email. C'est-à-dire qu'en fait, depuis plus d'1 an, le Parlement européen, qui est quand même la première assemblée démocratique d'Europe, il a été décidé à cause du Covid qu'il n'y aurait plus de débat réel, il n'y aurait que des visios et qu'on voterait par email. Moi, ça me pose un problème de démocratie. Parce que même pendant la guerre, à l'Assemblée nationale, on se réunissait. Parce que ce qui doit rester dans les moments de crise, c'est justement la démocratie. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil de Paris ou au Conseil régional d'Île-de-France, où je suis élu, eh bien, on a des débats, on a des votes en séance et on se réunit tout en étant masqué et en respectant les consignes sanitaires. On fait par exemple un siège sur 2. La seule assemblée démocratique où ça n'existe plus depuis 1 an, c'est le Parlement européen. C'est quand même un vrai problème. Ça, c'est ma première réponse, qui n'était pas tout à fait la réponse à la question, mais j'y viens. Mais je voulais quand même vous alerter là-dessus et vous le dire. Et j'estime que c'est qu'on soit prudent, oui, évidemment. Je suis totalement favorable à ce qu'on mette en place toutes les consignes sanitaires, mais qu'on ne nous empêche pas de faire notre travail, ce pour quoi on a été élus, c'est-à-dire notre mission, c'est-à-dire débattre et voter en toute connaissance de cause et en se voyant. Parce que quand on ne voit pas ses collègues, ça pose un problème de démocratie, de débat. Et après, en fait, on fait beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire que je suis à Bruxelles pour voir mes collaborateurs, pour voir mes collègues, pour assister aux commissions. Quand il y a des séances plénières, on se réunit tous, en général c'est à Strasbourg. Dans ces cas-là, hors Covid, on est à Strasbourg. Et en fait, vous savez, Paris-Bruxelles, c'est 1h15 de train.
Paris-Strasbourg, c'est 1h45. Donc, en réalité, quand on est français, on a cette chance de pouvoir, en fonction de ses urgences, de sa vie personnelle, moi, par exemple, je veux conserver mon métier, eh bien, de faire des allers-retours. Je suis à Bruxelles et à Strasbourg autant que nécessaire. Autant que nécessaire. Donc, quand il faut y rester 4 jours dans la semaine, j'y reste 4 jours dans la semaine. Ici, par exemple, c'est une semaine plus légère parce que j'ai une seule commission et tout. Et ben, dans ces cas-là, j'y passe une journée. Et puis, même depuis Paris, évidemment, je fais ce qu'il faut aussi quand c'est nécessaire. Et puis, enfin, être un bon député européen, c'est pas être uniquement à Bruxelles et à Strasbourg. C'est aussi voir ceux qui vous ont élu. Et ceux qui m'ont élu, ils sont pas à Bruxelles et à Strasbourg. Ils sont en France. Strasbourg, c'est en France, donc vous comprenez. Ils sont en France, ils sont dans ma région, même si c'était une circonscription, enfin qu'on a été élu au niveau national, donc je suis le député européen représentant aussi bien la ville de Béziers que la ville de Paris. Mais donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est beaucoup de déplacements, même si en ce moment c'est plus compliqué pour les raisons que vous pouvez imaginer, beaucoup de déplacements pour aller discuter. Je vous donne un exemple. Mon dernier déplacement, je suis allé au port de Boulogne-sur-Mer, le premier port de France, le premier port industriel de France, voir les pêcheurs, discuter avec eux, parce qu'avec le Brexit, eh bien, tout est chamboulé. Ils ont beaucoup d'angoisses qui sont tout à fait légitimes, et j'estime que mon rôle, c'est d'aller leur parler, de les écouter surtout. Pas uniquement de leur parler, de les écouter, de comprendre quels sont leurs problèmes, parce que entre le texte d'une directive ou l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit tel qu'il est écrit, c'est-à-dire de manière très technique, et ce que vous raconte le pêcheur dans sa vie quotidienne, il y a un gap, il y a un monde. Mais si vous n'allez pas les voir, vous ne vous en rendez pas compte. Ouais, c'est l'importance de la remontée de terrain, en fait. Mais celui qui est uniquement à Bruxelles, il est perché. Ouais, c'est l'élu ou n'importe qui est perché dans sa tour d'ivoire, en fait. Et celui qui n'est jamais à Bruxelles, il ne fait pas son job non plus. Donc en fait, c'est un juste équilibre. Comme dans la vie, c'est toujours un juste équilibre qu'il faut essayer de trouver. Alors, puisqu'on parle encore une fois, transition parfaite, c'est comme si c'était préparé. Pourtant, j'avais pas les questions à l'avance. Ah non, mais les choses se font bien, c'est l'avantage d'une conversation, ça vient naturellement. Puisqu'on parle un peu d'idées de remontée de terrain, donc hier, la Commission européenne, elle a lancé le portail conçu pour collecter les idées des citoyens dans le cadre de ce qu'on appelle la conférence sur le futur de l'Europe, qui est une sorte de super consultation des citoyens européens, qui est un projet qui a été très poussé par le président Emmanuel Macron, et donc ces consultations doivent se dérouler partout en Europe jusqu'au début de l'année prochaine. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette conférence sur le futur de l'Europe ? Est-ce que ça peut vraiment mener à quelque chose, des avancées concrètes ? Est-ce que c'est une usine à gaz ? Comment vous voyez le process ? Un peu des deux. Pourquoi pas sur le principe ? Je suis toujours content de débattre d'abord et puis toujours content de me dire que plein de gens vont pouvoir s'approprier un débat sur l'Europe. Tout ce qui peut mieux faire connaître l'Europe et nous faire débattre de l'Europe, je suis pour. Donc, sur le principe, oui. Mais attention, d'abord, il y a eu les élections européennes et le peuple a quand même dit souverainement ce qu'il pensait de chacun et à travers les programmes de chacun, il a adhéré ou pas, il a soutenu ou pas. Donc, il s'est quand même exprimé sur l'Europe d'une manière ou d'une autre. Il y a eu quand même un vrai débat. Donc, respectons quand même cette volonté populaire. Et deuxièmement, attention aussi à ce qu'on ne s'englulle pas dans des débats théoriques sans fin, qui soient instrumentalisés politiquement. Ce sera au moment de la campagne présidentielle, donc chacun va arriver avec ses caricatures, avec ses postures, avec ses raccourcis. Faisons gaffe à ne pas détourner de son objet ce qui peut être un très beau débat. Donc oui, sur le principe, encore une fois, toujours OK sur le principe de débattre. Mais si à la fin ça se transforme en la lutte acharnée entre fédéralistes et souverainistes, alors que dans la vraie vie c'est plus compliqué que ça, si ça se transforme en Le Pen, je ne suis pas là pour faire la politique partisane ce soir, mais Le Pen qui dit Bruxelles est coupable de tous nos problèmes, et d'autres qui disent il faut absolument que l'Europe soit partout et qu'on finisse par oublier la souveraineté de chaque pays, ce sera un peu dommage parce que il y a d'autres sensibilités qui doivent aussi pouvoir s'exprimer. Donc, si le débat permet à chacun de s'exprimer librement et qu'à la fin
on en conclut des choses très concrètes, pas de la parlotte, pas uniquement de la parlotte. Moi, ce que je veux, c'est des résultats. Ce que je veux, c'est qu'à la fin, on dise, c'est comment on réforme l'Europe. C'est pas juste chacun a pu s'exprimer sur l'Europe, basta, c'est fini, on part tous en vacances. C'est comment est-ce qu'on réforme l'Europe. Elle est en danger. Elle est en danger parce que c'est compliqué de vivre tous ensemble. Regardez ce qui s'est passé avec le Brexit. Elle est en danger parce qu'évidemment, il y a des défis migratoires qui la mettent en danger à ses frontières tous les jours. Elle est en danger parce qu'on voit bien qu'il y a des cultures quand même qui s'affrontent. Il y a ceux qui veulent élargir, il y a ceux qui ne veulent pas élargir, il y a ceux qui veulent la concentrer uniquement sur quelques compétences et puis d'autres qui disent qu'il faut de l'Europe partout. Donc, c'est l'élastique qui peut craquer à chaque instant. Donc, faut faire vraiment gaffe. L'Europe, c'est un bien précieux à protéger. La meilleure manière de le protéger, c'est de le réformer de l'intérieur en la rendant plus démocratique et plus concrète. Et pas uniquement des grands débats. Ouais. Pas un truc théorique. C'est pas un débat intellectuel. L'Europe, ça doit être aussi sur le terrain concret, quelque chose qu'on peut voir et qu'on peut toucher en tant que citoyen. Puisqu'on parle un peu de réforme de l'Europe, si vous pouviez changer alors je dis 3, ça peut être une, ça peut être 2, c'est comme vous voulez. Si vous pouvez changer 3 choses dans l'Union européenne et son fonctionnement, qu'est-ce que vous changeriez et pourquoi ? Il y a des règles, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se décident à l'unanimité. Je vous donne un exemple. Le plan de relance. Je préfère vous donner un exemple plutôt que de vous lister 2, 3 trucs. Le plan de relance européen. Il y a 10 mois, à cause de la crise Covid, l'Europe a dit, et c'est très bien, on va mettre en place un plan de relance pour aider les entreprises européennes, c'est-à-dire toutes les entreprises, notamment françaises, qui sont en danger. On en connaît beaucoup, les restaurants, plein d'autres entreprises. Et pour aider aussi nos concitoyens en gros, par exemple, pour financer la rénovation thermique des logements. Donc tout ça, c'est des trucs très concrets qui vont nous sortir de la crise et faciliter notre vie quotidienne. Donc l'Europe a mis en place un plan de relance de 750 milliards d'euros. Ça a été annoncé médiatiquement il y a 10 mois. Bon, ces 750 milliards d'euros ne tombent pas du ciel, il n'y a pas d'argent caché. En fait, ils sont intégralement empruntés. Et aujourd'hui, emprunter de l'argent ne coûte pas cher. C'est-à-dire qu'on emprunte même, c'est bizarrement compréhensible, mais on emprunte même à taux négatif. C'est-à-dire qu'en gros, on gagne de l'argent en empruntant, en s'endettant. Les banques vous payent pour que vous leur empruntiez de l'argent. C'est spécial, mais comme on est des bons élèves sur le plan financier au sein de l'Europe, on a la possibilité d'emprunter à taux négatif. Donc, tout cet argent va être emprunté, il faudra le rembourser. Il y a bien un moment où cet argent aura, je l'espère, produit ses effets, produit la croissance, et les fruits de cette croissance permettront de rembourser l'argent. Le cercle, il peut être vertueux. Très bien. Donc, il y a un plan de relance de 750 milliards d'euros. Mais le problème, c'est que la tuyauterie est beaucoup trop compliquée, ce qui fait que ce plan de relance, pour être adopté, pour qu'il y ait un seul euro de l'Europe qui vienne sauver les entreprises françaises, contribuer à nous soulager nous-mêmes citoyens, il faut que 40 parlements nationaux et régionaux aient tous donné leur accord. Ça veut dire que s'il y a un parlement qui dit « Ah non, mais moi, je ne veux pas participer à ce plan de relance », s'il y a un pays qui lâche, eh bien, il n'y aura pas de plan de relance. Et il n'y aura pas d'argent. Et donc, ce principe de l'unanimité me paraît quand même compliqué à tenir. Et 2, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué. Un plan de relance, c'est une forme de plan d'urgence face à une crise. Ça fait 10 mois que l'annonce médiatique a été faite, mais il n'y a toujours aucun euro qui est arrivé en France. Pas un seul euro venant de l'Europe, parce que justement, on attend et on donne des délais beaucoup trop longs la validation de ces 40 parlements nationaux et régionaux. Ouais, donc à la fin, il n'y aura plus personne à sauver, quoi. On en est à 15 ou 16, je ne sais plus, 16, je crois. Ça veut dire que l'argent, ce n'est pas pour tout de suite. Donc moi, c'est ça que je veux changer. C'est qu'en fait, le timing, les délais sont beaucoup trop compliqués et la tuyauterie, elle est un peu calcaire. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même rendre tout ça beaucoup plus
léger, beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide pour que ça devienne crédible, parce que sinon on perd notre crédibilité à annoncer des sommes d'argent et puis à devoir constater presque un an après que rien n'est arrivé parce que tout est trop compliqué à mettre en œuvre. Ouais, faut pouvoir, voilà avoir les moyens de passer à l'action derrière les beaux discours. Je vais prendre une dernière question du chat qui est là depuis un moment et après on va conclure. Qui est une question difficile, hein, encore une fois. Votre opinion sur les lobbies. Donc ça, c'est toujours un sujet un peu miné dès lors qu'on parle d'Europe. Alors moi, je suis pas du tout contre les lobbies ni quoi que ce soit, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, des lobbies ? Je suis pas du tout. C'est comme le grand débat. Je suis pas contre le principe. Un lobby, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui défend ses intérêts. Mais attendez, on est tous des lobbies de nous-mêmes. On défend tous nos intérêts. Et c'est sain, et c'est très bien. Mais tout dépend de la manière dont on les défend. Donc moi, par exemple, sur mon sujet d'action en justice collective, j'ai reçu plein de lobbies. J'ai reçu les lobbies, et je les reçois tous à égalité. J'ai reçu les lobbies des entreprises, des grosses entreprises industrielles allemandes qui ne voulaient surtout pas des recours collectifs parce qu'ils disaient « oh là là, ça y est, on va s'attaquer aux entreprises ». Et puis j'ai reçu les lobbies qui sont d'autres groupes d'intérêt, des consommateurs, qui voulaient absolument faire progresser les droits des consommateurs. Et mon rôle, c'est d'écouter chacun. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas de baguette magique. Comment voulez-vous que je me fasse une opinion équilibrée si je n'écoute pas chacun ? Donc moi, je ne suis pas du tout contre le principe des lobbies. Le terme, il est un peu... Il est toxique en France. Dans un contexte français, il est toxique, malheureusement. Mais oui, mais pour avoir habité aux États-Unis, il y a plein de lobbies aux États-Unis, et donc je suis habitué à ça. Et au sein de l'Union européenne, dans les couloirs du Parlement européen, les lobbies, pignon sur rue, ils rentrent dans le Parlement européen, ils rentrent même, ça c'est un peu exagéré je trouve, ils ont même le droit de rentrer en commission au moment où vous votez. Moi, j'ai le souvenir, ça va pas, ça faut le réformer. J'ai le souvenir que sur des votes un peu stratégiques, compliqués, il y avait beaucoup de lobbies, notamment sur la directive des droits d'auteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été je m'en souviens. Énorme. Bon, eh bien, il y avait des lobbies qui étaient dans la salle et qui vous regardaient à 5 mètres près pour voir comment vous votiez. Bon, là, on dit, OK, attendez, on est élus du peuple, on n'appartient pas à des groupes d'intérêt. Donc, on vote librement, et pour voter librement, il faut voter tranquillement. Donc, en fait, moi, ce que je souhaite remettre en cause, c'est les méthodes de certains lobbies qui avancent cachés et masqués, pardon, cette expression, en ce moment, et qui, je vous donne un exemple que vous connaissez peut-être, c'est au moment justement du vote sur la directive des droits d'auteur, c'est-à-dire pour protéger la création des éditeurs, des journalistes, des artistes sur Internet, parce que tout travail mérite salaire, hein, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse écouter tous les albums possibles sur Internet sans à un moment que ces artistes soient payés. Bon, il faut bien qu'ils vivent aussi, sinon il n'y aura plus de création demain. Eh bien, sur la directive droits d'auteur, on sait très bien qu'il y a les très gros, en gros les GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, les Google, Apple, Amazon et tout, qui, eux, voulaient que tout, en gros, je résume, hein, mais que tout soit gratuit sur Internet, parce qu'ils n'ont pas envie de payer les artistes, eh bien, ils viennent jamais vous voir en tant que lobby, ils avancent cachés, et ils passent par exemple, il y a le Parti Pirate. Le Parti Pirate, c'est celui qui dit qu'on peut jouir d'Internet en toute liberté, en toute gratuité, sans entrave. C'est un peu excessif, je trouve. Eh bien, on pense, je n'accuse personne, mais c'est les journalistes qui font leurs enquêtes, ils disent qu'en gros, toutes ces entreprises, les Google, les Facebook, machin, ne s'affichent pas telles quelles, parce qu'elles ont souvent trop mauvaise presse, et donc elles veulent éviter d'apparaître, mais se cachent derrière des associations qui sont soi-disant protectrices du droit absolu des consommateurs d'avoir tout gratuit sur Internet, alors qu'en fait, derrière, elles défendent et elles protègent leurs intérêts financiers à coût de milliards d'euros. Ça, c'est hypocrite, pour moi, et ça, c'est pas des bonnes méthodes de lobby. Mais sur le principe même d'avoir des gens qui n'avancent pas masqués, justement,
et qui discutent avec chaque député pour que le député se fasse sa propre opinion, qui défendent leurs intérêts, je ne vois pas d'opposition de principe. Ok. Alors là, j'ai vraiment l'ultime question en très très court. Sur le Brexit. Ça veut dire que je réponds de manière trop longue. Non, c'est juste que je vois le temps. Le débat est passionnant, c'est juste moi-même, je laisse aller parce que c'est intéressant, donc je vais pas vous Mais bon, comme tout ça me passionne, j'avoue qu'une fois que j'ai le micro, je le garde. Vous avez raison. Donc sur le Brexit, comment est-ce que ça affecte vos sujets, si ça affecte vos sujets est-ce que vous voyez quels sont les avantages, les inconvénients de la sortie du Royaume-Uni? Et enfin, est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance de l'Écosse? Sujet compliqué en quelques mots. Ouais, alors très rapidement, sur l'indépendance de l'Écosse, c'est pas à moi de répondre, pardon. C'est une question de principe, c'est au peuple écossais. C'est-à-dire que moi, comme je vous ai dit, je donne pas de leçon de morale aux autres. Je préférerais évidemment moi, mon but, c'est que tous les peuples qui le souhaitent puissent rester en Europe. Et parallélisme des formes, mon but, c'est aussi de respecter la souveraineté des peuples quand ils veulent quitter l'Europe. Le Brexit, ils ont voulu quitter l'Europe. Je le regrette. J'en suis triste. C'est un échec pour l'Europe. Parce que c'est la première fois qu'un pays sort de l'Europe. Donc, je ne l'ai pas du tout vécu. Je ne l'ai pas bien vécu. J'ai vécu comme une sombre période pour l'Europe. Mais je respecte aussi la volonté du peuple britannique. Et d'ailleurs, j'étais défavorable au fait qu'il fallait les faire revoter. Ben non. Ils sont pas idiots, les Britanniques. Ils ont été aux urnes, ils se sont exprimés. Alors peut-être que certains hommes politiques leur ont menti, certes, mais ça, c'est à eux après de les sanctionner quand ils se rendront compte de leurs mensonges. Mais moi, j'estime que chaque peuple doit être respecté dans sa souveraineté. Et quand il s'exprime, on ne va pas lui dire « Ah, vous êtes exprimé, mais pas comme je le veux, donc vous allez revoter. » mais pas le bon. Donc, il va falloir vous réexprimer. Vous allez revoir votre copie. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour résumer, l'indépendance de l'Écosse, c'est aux Écossais de répondre, même si je peux avoir mon avis perso, je préférerais évidemment qu'ils soient membres de l'Union européenne. Bon. Okay. Et les Britanniques, je respecte, dont acte. Ils ont pris leur décision, ils assument derrière. Ils font partie. Et puis, dans 10 ans, on verra s'ils regrettent leur choix. Et d'ailleurs, peut-être que dans 10 ans, ils souhaiteront réintégrer l'Europe. Mais s'ils veulent réintégrer l'Europe, il ne faut pas non plus que ce soit l'Europe à la carte. C'est pas tu rentres, tu sors quand tu veux, parce que il faut aussi qu'on sache se faire respecter. Ok, écoutez, c'est très clair. Donc ce que je vous propose, avant qu'on commence, nous, derrière la phase de débrief, je vais vous laisser le dernier mot, pour conclure de votre côté. J'ai déjà trop parlé. Écoutez, c'est comme vous le souhaitez. Si vous, non, mais en tout cas, bien sûr, non, mais je plaisantais, mais je vous remercie, parce que je suis super content de voir que beaucoup, notamment de jeunes qui suivent Twitch, s'intéressent à l'Europe. Et ça me rassure, parce qu'en réalité, tout ce job on fait pour vous, parce que c'est pour les générations futures qu'on bosse. C'est comme ça que ça a du sens. Et donc, je suis vraiment très heureux que vous passiez du temps à m'écouter. Je vous en remercie et vous m'en faites l'honneur. Et puis, sachez que moi, je suis un passionné de l'Europe, un passionné de la France, et je suis vraiment là, humblement, mais avec une très grande détermination et une vraie passion pour essayer de rendre l'Europe plus concrète, plus utile, moins lointaine. Voilà. Ce sont mes maîtres mots. Et je considérerais que j'aurais réussi ma mission seulement si j'ai apporté des droits concrets et si j'ai vraiment aidé à ce que les gens se disent « Tiens, en fait, l'Europe, ça me sert à quelque chose ». Écoutez, merci moi aussi de votre côté d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir. Je vois que le chat vous remercie chaleureusement d'être venu ce soir et de vos réponses. Chat, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter, vous voyez son @ sous le flux vidéo, donc n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux pour suivre son activité au quotidien. C'était très intéressant, j'espère que vous de votre côté vous aurez apprécié l'expérience et que vous pourrez la recommander à vos collègues et qu'on aura l'occasion de vous revoir ici à une autre occasion pour des débats peut-être plus de fond. Donc sur ce, et merci beaucoup à tous de votre écoute. Et parfait. Vous, évidemment, de votre invitation. Je vous souhaite donc une bonne soirée et moi je vais changer d'écran pour qu'on se lance dans le débriefing. Donc bonne soirée monsieur Dizier. À très bientôt. À très bientôt. Hop. Alors,
Comme d'habitude, vous connaissez le process, on rentre dans la phase de débriefing. Personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant, très clair. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, de mon côté, j'ai pris mes notes. Donc, je pourrais revenir sur les différents sujets qui ont été discutés et donner des éléments. Mais moi, de ce que j'ai vu là pour le moment dans le chat, les gens ont l'air d'être plutôt satisfaits. Donc, qu'est-ce qui a été intéressant dans ce qui a été dit? Oui, Lutomus Derry qui dit qu'il pouvait parler pendant des heures, c'est sûr. Oui, ça c'est d'un côté c'est le boulot d'un homme politique et de l'autre côté, bah voilà, on voit qu'il est clairement passionné. Moi-même, hein, je pourrais parler pendant des heures. Hein. Comme je le disais avant, j'essaie un peu de vous épargner un monologue de ma part ou un dialogue qui durait 6 heures. Pour faire des choix de temps en temps. Donc premier point moi, que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait qu'il ait dit très ouvertement que devenir député européen c'est un choix. Il a dit voilà, je choisis d'être député européen, j'ai choisi de ne pas être député national. C'est intéressant parce que ça va à contrario de l'approche française traditionnelle de la politique européenne. Parce qu'il faut savoir que voilà, comme il l'expliquait lui-même et comme le dit d'ailleurs Derry dans le chat, c'est rare pour un Français. En France, voilà, vous le savez, il y a Paris, il y a le reste du monde. Donc il y a cette longue tradition politique où c'est un peu, à cause de la centralisation française, politique, régionale à tous les niveaux, c'est un peu quasi hérétique, une hérésie de penser qu'il puisse exister un centre de pouvoir équivalent ou important en dehors de Paris. Et donc à partir de ça, pour un homme ou une femme politique, c'est Paris ou rien. Et donc les institutions européennes, ça n'intéresse personne. Et pendant longtemps, ce qu'on voyait, c'est les partis politiques envoyés à Bruxelles les gens qui n'avaient pas pu être élus à l'Assemblée nationale, donc c'était un peu la voie de garage, voilà, tu vas là-bas 5 ans et tu retenteras le coup dans la prochaine élection législative. Ou alors c'était un moyen de remercier des personnalités qui avaient aidé politiquement, etc. Donc c'était voilà, pour te remercier, tu pourras être élu européen. Et donc ça a été un peu une pratique un peu française qui est par exemple l'opposé de ce qu'on a pu voir en Allemagne. Les Allemands, très tôt, ils ont réalisé, alors pour des raisons historiques aussi, ils ont réalisé que l'Europe c'était extrêmement important et c'était un vecteur d'influence fondamental. Et donc du coup, historiquement, ils envoient des bons éléments, des bons personnalités politiques au Parlement européen, et surtout c'est des gens qui restent longtemps. Un parlementaire allemand, il reste 15 ans. Donc au bout de 15 ans, il connaît le Parlement européen, les institutions européennes comme sa poche et il fait absolument ce qu'il veut. Alors que les Français étaient moins dans cette vision-là. Ça a un peu changé hein, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des très bons députés français. Hein. L'envers de la médaille, c'est que comme à Paris, on s'en foutait un peu de Bruxelles, ça permettait aussi à des députés européens français d'avoir un peu plus ses marges de manœuvre parce que comme Paris s'en foutait un peu de ce qu'il faisait, il pouvait faire des choses. Et donc c'est intéressant effectivement de voir cette transformation où on voit maintenant des personnalités politiques. Donc voilà, c'était le cas de ce soir de Geoffroy Didier et c'était le cas aussi de la dernière fois c'était Marie-Pierre Védrenne, et on voit ça aussi chez d'autres députés européens français où voilà, il y a cette prise de conscience que l'Europe c'est quelque chose d'important, c'est là où les choses se font, et donc il y a le choix politique de dire voilà, je vais aller à Bruxelles et je vais pas aller à Paris. Donc ça c'était assez intéressant, et voilà, ça contribue aussi à ce qu'il disait, voilà, cette volonté d'influencer l'Europe de l'intérieur, parce que c'est bien beau de gueuler à l'Assemblée nationale, mais bon, ça fait pas avancer le schmilblick. Alors je vois dans le chat quelques remarques. Caro qui dit est-ce qu'on se lance à l'Europe quand on n'a aucune chance d'avoir un rôle de premier plan au niveau national? C'est effectivement, dans le passé c'était un moyen, effectivement, on te lançait à l'Europe en guise de remerciement parce que t'étais pas une personnalité de premier plan, etc. Donc effectivement, encore une fois, l'Europe était perçue comme une voie de garage. Donc on le regrette hein, très clairement, mais voilà, on va pas se mentir, c'est effectivement quelque chose qui pouvait exister. Alors maintenant, j'ai la pensée que ça s'est amélioré, ça va continuer à s'améliorer, mais c'est une réalité. Alors je regarde aussi dans la liste de ça. Donc il parlait aussi au début de son travail sur la directive sur les recours collectifs, donc sur le fait de pouvoir collectivement se mettre ensemble et attaquer des entreprises qui feraient des choses mauvaises.
Et donc il parlait de la position allemande, où les Allemands étaient très contre initialement cette idée du recours collectif, le fait que les consommateurs puissent collectivement attaquer une entreprise, parce qu'ils voulaient protéger leurs entreprises allemandes. Encore une fois, c'était dans le contexte où il y avait le Dieselgate, donc où les constructeurs automobiles, et notamment les constructeurs automobiles allemands, avaient été pris un peu la main dans le sac en train à tricher sur les tests d'émissions alors je sais plus si c'était les émissions de CO2 ou d'autres émissions toxiques. Mais du coup, voilà, il y avait ce mouvement de protection des élus allemands autour de leurs intérêts économiques, et donc des entreprises automobiles allemandes, qui sont un secteur extrêmement puissant en Allemagne. En Allemagne, on appelle ça Das Auto, donc l'automobile, où c'est vraiment quelque chose de très important, et qui explique que voilà, ils ont fait corps autour de leur industrie automobile pour essayer de défendre, et ça renforçait l'idée de faire ces compromis. Alors Matt Games qui dit l'Europe me fait quand même un peu peur personnellement, alors que j'en vois paradoxalement beaucoup d'avantages. Bah, c'est vrai, encore une fois, l'Europe est pleine de paradoxes. Il y a énormément d'avantages à l'Europe, et de ce point de vue-là, le Brexit a beaucoup aidé à montrer quels étaient les avantages qu'on voit pas forcément, mais voilà, les avantages qu'il y a à être dans l'Europe. Mais à côté, bah, l'Europe, comme c'est quelque chose qu'on connaît, que les gens ne connaissent pas bien, les médias français ne suivent pas bien l'Union européenne, c'est dommage. Les citoyens malheureusement ne voient pas de manière concrète qu'est-ce que l'Europe apporte au quotidien. Du coup, l'Europe, ça paraît loin. Et ce qu'on connaît pas et ce qui paraît loin, bah, on s'en méfie. C'est quelque chose d'assez naturel. Hein. On va pas jeter la pierre sur les citoyens. Et c'est ce qui rend aussi d'autant plus important cet effort, comme Geoffroy Didier, d'aller au contact des gens sur le terrain pour dire bah voilà, voilà ce que je fais à l'Europe, voilà ce que je fais pour vous. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse pour moi. Et à côté, bah, comme il a fait ce soir aussi, aller parler aux citoyens, répondre à leurs questions pour essayer de j'ai pas envie de dire de dédramatiser les choses, mais d'aider les gens à comprendre ce qui se passe derrière. Au-delà de c'est la faute à Bruxelles, etc. Parce que pas les médias en l'occurrence, mais la sphère politique, les États membres, et ça c'est dans tous les États membres, hein, c'est pas quelque chose de spécifique à la France, les États membres adorent jeter la pierre sur l'Europe. Dès qu'il y a un problème, c'est pas notre faute, c'est la faute à l'Europe. Ce qui est très hypocrite, parce que pour que quelque chose se passe à l'Europe, il faut que les États membres soient d'accord. Donc c'est un peu, la main droite ment sur ce que la main gauche a fait. Et voilà, comme dit Matt Games, voilà, faut rendre mentalement plus concrètes les avancées. Et donc c'est ce qu'il disait, pourquoi il faut quelque chose, il faut donner une vision concrète. Et c'est là aussi, alors je reviendrai peut-être un petit peu plus tard, où sans être pas d'accord avec lui, quand il parlait de l'importance de Strasbourg, pourquoi il défendait le siège du Parlement européen à Strasbourg, en disant voilà, c'est le symbole de la réconciliation franco-allemande, et donc du projet Europe de la paix. Et il a raison. C'est effectivement un grand symbole. Le problème, et c'est là où je nuance un petit peu, je suis un peu plus nuancé que lui sur ça, c'est que c'est effectivement un symbole important, mais c'est un symbole qui a perdu de sa signification. Malheureusement, hein, ça on va pas se mentir, hein, c'est à regretter, mais la génération, évidemment, de ceux qui ont connu la guerre, la génération de nos grands-parents et la génération de nos parents, donc qui ont connu la guerre ou dont leur famille a directement connu la guerre, la notion de réconciliation, la notion d'Europe de la paix, c'est quelque chose de concret pour eux. Ils savent quelles sont les conséquences de la guerre, ils n'ont pas envie de voir ça, donc pour eux, l'Europe de la paix, c'est quelque chose qui leur parle. Aujourd'hui, donc la génération, on va dire, des 30 ans et moins, l'Europe de la paix, ça peut pas dire grand-chose. On sait qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, on a appris ça à l'école, mais on l'a pas connu. On a peut-être eu nos grands-parents qui ont pu nous parler vaguement de ça, mais ça, c'est pas du concret pour nous. En revanche, qu'est-ce qui est concret pour quelqu'un qui est pro-européen aujourd'hui? C'est Erasmus. Parce que c'est quelque chose dont ils ont pu bénéficier et dire bah voilà, Erasmus, ça m'a permis d'aller à l'étranger, ça m'a permis de rencontrer d'autres gens, ça m'a permis de découvrir un peu le monde et de sortir de mon cocon franco-français, parfois même familial. Et donc voilà, c'est ça pour moi c'est concret, j'aime l'Europe parce qu'il y a eu Erasmus. Et c'est pour ça que d'ailleurs on parle de génération Erasmus. Hein. Je pense que dans le cas de français, l'auberge espagnole a fait beaucoup plus d'Européens que beaucoup de directives ou de discours sur l'Europe de la paix. Donc ça c'est effectivement ça renforce l'idée de cette Europe concrète, parce que si on veut faire des Européens, il faut leur montrer que l'Europe travaille pour elle. Et concrètement, pas juste dans les grands discours.
Alors, Little Miss Derry du même avec moi, j'en suis très heureux, sur Strasbourg, surtout si on considère que les nouveaux pays de l'Europe n'ont pas de lien avec Strasbourg nécessairement. Et même commentaire pour Bruxelles, effectivement. Et au-delà du lien avec Strasbourg, enfin, les pays de l'Est, ils ont une autre approche. Hein. Nous, on voit ça sur l'approche l'Europe de la paix en tant que fin du conflit franco-allemand. Il y a une autre vision de l'Europe. Il y a qui est très vrai à l'Est. C'est que l'Europe, dans les pays de l'Est et ailleurs, hein, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, je pense à la Grèce, c'était un espoir démocratique. Parce que voilà, nous, en tant que Français, on vit en démocratie depuis longtemps, on l'oublie un peu, mais beaucoup de pays d'Europe ont vécu dans des dictatures jusqu'à très récemment. Je pense à l'Union soviétique pour les pays de l'Est, mais pas que. Le régime des colonels en Grèce et au Portugal, le franquisme en Espagne, donc jusqu'à il y a 30 ans, ces pays étaient des dictatures. Et ça, c'est quelque chose que voilà, nous, on n'a pas conscience, et dont nous, on n'a pas conscience, et donc pour ces gens qui vivaient dans des dictatures, l'Europe, c'était un vrai espoir. Pour eux, l'Europe, c'est l'accès, alors pour les pays de l'Est, à la modernité, à l'Ouest, à la démocratie, et c'est aussi un moyen pour eux de se relever, parce que, par exemple, prenons l'exemple du Portugal et de l'Espagne. Au sortir des colonels non, les colonels, c'est en Grèce. Au sortir des dictatures portugaises et du franquisme, c'est pas des pays du tiers-monde, mais quasiment, ils sont extrêmement en retard économiquement. Donc l'Europe, ça a été aussi un grand moyen pour eux de rattraper le retard économique. Et aujourd'hui, l'Espagne, le Portugal, sans être les pays les plus riches, hein, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est des pays développés. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont pu acquérir, qu'ils ont pu obtenir grâce à l'Europe. Donc même s'ils n'ont pas effectivement cette idée du rapport à Strasbourg, à l'opposé, ils ont ce côté, cette réaction. Ils ont vécu des dictatures dans leur histoire très récente, et pour eux, l'Europe, c'est cette transition, c'est le sortir de ces dictatures. Donc c'est pour ça que dans les pays de l'Est, l'idée de sortir de l'Europe, c'est pas au programme. Hein. Même les partis entre guillemets eurosceptiques comme le PiS en Pologne, s'ils disaient on veut sortir de l'Union européenne, ils perdraient les élections dans la minute. Ça, c'est clair et net. Donc il y a différentes perspectives sur pourquoi les gens sont pro-européens, qu'est-ce que l'Europe représente pour eux. Ça, c'est quelque chose aussi important. Alors je regarde un peu ma liste des choses. Alors il a parlé un peu, j'ai pas pu le reprendre sur le moment parce qu'il était sur sa lancée. Il a parlé à un moment donné du fait que Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, au moment de Cambridge Analytica, donc au moment où il y a vu la vente illicite, l'usage illicite de données personnelles obtenu sur Facebook, il était allé devant le Congrès américain pour s'expliquer, et aussi devant le Parlement européen. Bon, là où il faut nuancer, c'est que l'audition de Zuckerberg au Parlement européen, c'était un truc qui était en direct, hein, ça a été diffusé, c'était un petit peu ridicule. Parce que c'était très mal organisé. Hein. Zuckerberg, il s'est retrouvé là, il était là, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Parce que c'était, en gros, le système, c'était, donc il y avait Zuckerberg et les présidents donc c'était pas tous les députés, c'était Zuckerberg et les présidents de chaque groupe politique, donc le président du PPE, le président des socialistes, le président de Renew, enfin à l'époque c'était ADLE, etc. Et c'est eux posaient leurs questions et Zuckerberg devait répondre. Là où c'était mal foutu, c'est que en fait les députés ont tous posé leurs questions à la suite, et ensuite Zuckerberg il faisait un peu on lui disait voilà, répondez, et du coup il répondait sur ce qu'il voulait, et il noyait le poisson. Donc on était à des années-lumière des auditions qui sont beaucoup plus sportives, beaucoup plus violentes que Zuckerberg et les autres GAFA ont pu avoir au Congrès. Donc certes, c'était bien que Zuckerberg vienne au Parlement européen pour s'expliquer, parce qu'effectivement l'Europe, c'est eux qui décident sur tous les sujets concurrence, c'est eux qui décident sur tous les sujets de data protection, etc. Mais bon, j'ai pas envie de dire que c'était un grand moment de puissance européenne, hein. Ça faisait un peu peine à voir en pratique. Mais passons. Autre sujet intéressant qu'il a évoqué, c'est la Turquie. Et toute la notion d'identité européenne. Alors ça, c'est un sujet qui prête un peu un débat. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a même un commissaire européen dont la fonction, c'est la promotion de l'identité européenne. Alors il y a eu tout un débat sur c'est quoi alors l'identité européenne, c'est European Way of Life, la façon de vivre européenne. Alors j'ai pas regardé la traduction, ça se trouve c'est l'identité européenne. Bref.
Et donc il y avait tout ce débat, bah ouais, enfin c'est bien beau ce discours, mais ça veut dire quoi l'identité européenne, ça veut rien dire, on fait un peu la course à l'échalote avec l'extrême droite, blablabla. Donc c'est un sujet un peu touchy, hein. L'idée d'identité européenne, ça fait pas unanimité, parce que certains le voient comme étant un véhicule de l'extrême droite. Et en revanche, bah voilà, la Turquie, il a été très direct, hein, il a dit, la Turquie dans l'Europe, c'est no way, et faut mettre fin au process. Et c'est vrai que il y a une forme de mauvaise foi actuellement dans tous ces dans le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, hein, qui dure depuis longtemps. Hein. De mémoire, je crois que la Turquie est officiellement candidate depuis les années 80. Corrigez-moi de chat si je me trompe, mais voilà, ça remonte à longtemps. Et ça avance très lentement, et c'est au frigo. Concrètement, c'est au frigo. Initialement, l'intégration de la Turquie à l'Union européenne, c'est quelque chose qui a été très poussé par le Royaume-Uni, pour des raisons économiques, parce que voilà, historiquement, le Royaume-Uni et aussi les pays du Nord voient d'abord l'Union européenne comme étant un marché économique, hein. Ils voient l'Europe sous un prisme économique, pas sous un prisme politique. Donc pour eux, la Turquie, c'était un gros marché qu'il fallait avoir dans l'Europe. Et depuis, ça a un peu changé. Il y a un peu les dérives de Erdogan et compagnie en Turquie. Et aujourd'hui, le process, il est au frigo, sauf que personne n'assume d'y mettre fin. Parce que c'est là aussi où c'est très hypocrite, parce que pour qu'un nouveau pays vienne dans l'Europe, il faut que tous les autres soient d'accord. Donc c'est la règle de l'unanimité. C'est-à-dire que s'il y a un seul des 27 États membres qui s'oppose au fait que la Turquie rentre, la Turquie ne rentre pas. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y aura jamais d'unanimité pour que la Turquie rentre dans l'Union européenne. Ça n'arrivera pas. Rien que la France mettrait à coup sûr son veto sur l'entrée de la Turquie si jamais on leur proposait d'entrer. Alors c'est encore plus le cas aujourd'hui avec la Turquie d'Erdogan, mais on s'en souvient, en 2005, à l'époque des débats sur ce qu'on appelait la Constitution européenne, l'adhésion de la Turquie c'était un vrai sujet et la France ne soutiendrait pas. Donc il y a cette mauvaise foi de dire à la Turquie oui on peut négocier, tout en sachant derrière que en fait ils rentreront jamais dans l'Union européenne. Et la raison pour laquelle, de mon point de vue, c'est qu'une interprétation, oui d'accord, on n'est pas d'accord et on peut avoir un avis différent, la raison pour laquelle l'Europe pour le moment ne met pas fin à la négociation avec la Turquie, c'est parce qu'ils n'ont pas envie en fait que ça soit instrumentalisé politiquement. Pourquoi ? Parce que celui qui prend la décision de mettre fin au processus, c'est celui sur qui la faute sera rejetée. Dire c'est vous qui voulez pas de moi. Donc la Turquie pourra dire mais l'Europe elle est contre nous, elle veut pas de nous, l'Europe est méchante. Et on peut voir l'exploitation politique qui peut en être faite par Erdogan. Et à l'opposé, la Turquie veut pas mettre fin au processus parce que économiquement c'est important pour eux. Ils veulent pas, Erdogan ne veut pas se mettre à dos les classes moyennes ou les classes aisées ou les Turcs on va dire de l'ouest de la Turquie, etc., etc. Donc c'est un peu un jeu de poker menteur où on prétend qu'on continue le process alors qu'en fait on sait que ça mène à rien. Alors je parle, mais n'hésitez pas à poser des questions ou à partager vos remarques. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Le fait d'être mieux au Parlement européen qu'à l'Assemblée. Encore une fois, très, très direct sur ça, et c'est pas le premier député que j'ai entendu sur ça. Moi, quand j'étais assistant parlementaire, je l'ai entendu aussi, des députés qui disaient oui, je préfère être au Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale parce que on est beaucoup plus influent, beaucoup plus libre de ses actions en tant que député européen que en tant que député national. Pourquoi ? Parce que vous êtes député national. Vous avez deux scénarios. Vous êtes dans l'opposition ou vous êtes dans la majorité. Vous êtes dans l'opposition, concrètement, vous vous opposez pour la beauté du geste et pour faire des beaux discours à la télé, etc. Mais concrètement, vos amendements, vos propositions, ils seront rejetés par la majorité et le gouvernement dans 90% des cas. Donc en gros, je peux pas dire que vous bossez dans le vide, mais quasiment. A l'inverse, vous êtes dans la majorité, c'est très bien, sauf que la majorité doit suivre les ordres du gouvernement, donc vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Et entre guillemets, la règle, c'est tu fais ce qu'on te dit, si t'es pas d'accord, tu fais quand même ce qu'on te dit. Alors qu'au Parlement européen, du fait qu'on n'a pas ce régime de majorité, on a un régime de proportionnel où du coup les majorités varient selon les textes. Un jour la droite va s'allier avec la gauche, l'autre jour la gauche va s'allier avec l'extrême gauche. Donc les majorités changent tout le temps en permanence. Et donc on négocie tout texte par texte.
Et à cause de ça, les députés sont infiniment plus influents sur ce qui se passe dans leur texte. Et aussi, il n'y a pas de lien hiérarchique entre le Parlement européen et la Commission. C'est-à-dire que même si... Enfin, il y a un lien hiérarchique, mais pas direct. C'est-à-dire que la Commission doit rendre des comptes au Parlement européen. C'est-à-dire que si un jour le Parlement européen dit « La Commission, vous avez merdé », le Parlement européen a le droit, il a le pouvoir de dissoudre la Commission européenne. Ils peuvent censurer la Commission européenne, et c'est arrivé dans le passé. Mais pour autant, la Commission ne peut pas donner des ordres aux députés. Parce que, hiérarchiquement, il n'y a pas de lien hiérarchique entre la Commission européenne, les commissaires et le Parlement européen. Donc de facto, ça rend les députés européens beaucoup plus puissants, beaucoup plus libres, beaucoup plus indépendants, et libres de faire ce qu'ils veulent. Et ils peuvent aussi, comme le disait Geoffroy Didier, ils peuvent bosser sur des sujets qui ont une influence concrète dans toute l'Union européenne. Et comme je le disais, sur beaucoup de sujets, l'échelle intéressante pour travailler, pour faire des réformes, pour faire de la politique, c'est au niveau européen. Les sujets climatiques, on ne va pas les régler au niveau franco-français. Les sujets numériques, comme il disait, on ne va pas les régler au niveau franco-français, etc. etc. Je trouve que dans les assemblées nationales, c'est la poursuite du clash contre les autres partis politiques, alors qu'au PE, c'est la recherche de l'intérêt commun, comme il a dit. C'est vrai. Alors en France, c'est particulièrement marqué, l'idée de clash entre les partis politiques. On vote pour ou contre parce qu'il est avec nous ou contre nous. Et au PE, effectivement, il y a... Alors, sans rentrer dans cette vision un peu romantique de dire c'est la recherche absolue de l'intérêt commun, il faut un peu de politique aussi par moment, mais c'est moins important parce que, encore une fois, il y a cette idée que faut trouver des majorités, il faut aller de l'avant. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve et qui est aussi quelque part, enfin c'est un peu l'envers de la médaille, c'est que comme le Parlement européen est un Parlement beaucoup plus technique en fait, et moins politique, où on fait pas des grands discours pour la forme, ça rend aussi l'ensemble un peu plus chiant en fait. C'est moins intéressant à suivre, il y a pas de clash, donc vu de l'extérieur, ça rend le truc un peu plus, pas opaque, mais difficile d'accès. Mais voilà, ils font quand même de la politique, oui, et pas que pour être élu. Il y a aussi de la politique dans le Parlement européen, même si on est loin du théâtre que peut être l'Assemblée nationale ou dans une moindre mesure le Sénat. Sujet suivant, qu'est-ce que j'ai noté moi de mon côté? Sur Strasbourg on en a discuté, pas la peine de revenir dessus. La conférence sur le futur de l'Europe, sur l'idée que voilà, c'est super consultation à l'échelle européenne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, lui il a dit voilà, oui et non, faut que c'est bien dans le principe, mais il faut que ça soit bien fait. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est un peu moi mon problème avec là, encore une fois, on partage, on ne partage pas, n'hésitez pas à donner votre avis. La difficulté avec la conférence sur le futur de l'Union européenne, c'est que la manière dont c'est présenté et la manière dont les moyens ce qui peut réellement arriver sont très différents. C'est-à-dire que vous écoutez les discours, on vous dit on met tout sur la table, on peut tout discuter, on peut tout changer, vraiment citoyen, viens donner ton avis, on va tenir ça en compte, tu peux changer l'Europe. Tu peux changer l'Europe. Sauf qu'en pratique, en fait, au-delà des sujets qu'il a effectivement soulevés, sur le fait que les débats peuvent être instrumentalisés parce que voilà, le citoyen lambda il connaît pas l'Europe, donc du coup il va faire quoi, il va copier-coller la position de telle ou telle ONG, de tel ou tel lobby, etc. Ou de tel ou tel groupe politique, parti politique. En plus en France, ça tombera en plein dans les élections présidentielles. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a des vraies limites en fait. On nous vend ça comme étant, on met tout sur la table, on peut discuter de tout, alors qu'en fait c'est beaucoup plus restreint de ça, parce que ce que le Conseil, donc les États membres, ils ont dit ok pour la conférence sur le futur de l'Union européenne, mais à condition que on change pas les traités. Qu'autrement dit, la Constitution européenne, les textes fondateurs de l'Union européenne ne peuvent pas être retouchés par la conférence sur le futur de l'Europe. Ce qui, d'un côté,
réduit un peu l'intérêt de cette conférence, parce que si on peut pas changer les fondamentaux, bah dans ce cas-là, on change juste les trucs un peu accessoires, et en fait, on va juste donner un peu de légitimité et alimenter vaguement des débats qui avaient déjà lieu. Mais à l'opposé, bah oui, c'est effectivement normal que une consultation ne fasse pas, ne révolutionne pas complètement des traités qui sont très compliqués et qui reflètent des équilibres géopolitiques, économiques, politiques, etc., etc. Donc c'est pas quelque chose auquel le citoyen lambda devrait pouvoir toucher comme ça. Donc il y a un peu ce problème, je trouve, on vend un peu trop du rêve aux citoyens et ça pourrait un peu backfire. Hein. D'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on a vu sur. Bon, voilà, on parle un tout petit peu de politique française là. C'est un peu tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur la fameuse conférence sur le climat, où le président Macron a dit bah voilà, on prend 150 personnes et vous pouvez on fait une assemblée de citoyens, vous me faites des propositions et je les reprends cash pour protéger l'environnement. Sauf qu'en fait, bah non, fallait que derrière, fallait faire un peu le tri, fallait remettre ça, fallait respecter aussi l'implication des députés. Donc ça frustre beaucoup de gens parce qu'au final, entre les demandes entre ce qui est sorti de ces conférences sur le climat et ce qui est aujourd'hui dans le texte discuté, je sais même pas si c'était adopté à l'Assemblée nationale. Enfin bref, le texte était à l'Assemblée nationale, ça n'a rien à voir. Et donc du coup, ça crée des frustrations qui viennent derrière pourrir un peu le débat. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu pourquoi je suis un peu sceptique aussi et prudent sur cette conférence sur le futur de l'Union européenne. Encore une fois, si je peux donner un truc positif, c'est que voilà, ça fera parler d'Europe, mais voilà, faisons un peu attention à ce qu'on promet. Et enfin, quand il parlait, Mike Games, il dit avis personnel, en même temps, certaines propositions de la Convention citoyenne, bah oui, voilà, c'est ça. Enfin voilà, ce genre de choses, ça pose au-delà des questions de fond, c'est-à-dire que le contenu des propositions, ça pose des questions démocratiques fondamentales. C'est-à-dire que est-ce que quelqu'un qui a été désigné comme ça peut supplanter un parlement qui a été élu démocratiquement? Parce que techniquement, la représentation des citoyens, démocratiquement, c'est le Parlement et c'est l'Assemblée nationale. Donc quand il y avait les députés qui disaient mais pourquoi on fait ça, on est là pour ça, je peux comprendre l'argument. L'argument est pas bête. Et encore une fois, voilà, entre ce que la Convention citoyenne peut proposer et derrière ce qui peut être fait en réalité, il y a parfois quelques univers. Alors Claudie qui dit les citoyens sont censés participer, etc. Mais en pratique, je doute que la plupart des citoyens soient au courant de ce que ça existe tout court. À part les gens intéressés et éduqués sur la question, évidemment. Bah voilà, il y a cette question-là et ça alimente aussi l'idée d'instrumentalisation des débats parce que effectivement, on va parler de ça, mais les gens ne sont pas experts. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça va donner la priorité. Tiens, il y a telle ONG qui a dit faut copier-coller cette proposition-là. Voilà, je vais copier-coller cette proposition-là. C'est un peu la manière dont ça va se passer. C'est-à-dire que concrètement, dans ce qu'on observe, et on a pu voir aussi ça un peu à l'époque, dans le grand débat à l'époque des Gilets jaunes, c'était soit c'était des propositions un peu qui partaient dans tous les sens, pas très claires, ou alors c'était des copier-coller massifs de tel ou tel lobby, de telle ou telle ONG. Donc ça faisait pas beaucoup avancer le schmilblick à part le côté, l'exutoire entre guillemets psychologique, de dire j'ai donné mon avis dans la consultation. Donc c'est toujours des sujets un peu compliqués et explosifs. Hein, et ça alimente des débats sur la démocratie directe, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué et sensible politiquement et démocratiquement que ce qu'on peut penser au premier abord. Il faut toujours faire un petit peu attention sur avec ce genre d'outils. Ouais, et pour finir, juste l'anecdote. Donc, quand il parlait du fonds de relance, donc les 750 milliards d'euros que l'Union européenne est censée mobiliser pour relancer l'économie, il disait voilà, c'est un peu absurde parce que y a 40 assemblées nationales, 40 parlements qui doivent se prononcer. Alors, quand il parle 40, c'est les assemblées mais aussi les assemblées régionales. Par exemple, voilà, moi je suis en Belgique. En Belgique, il y a non seulement le Parlement belge qui doit se prononcer, mais aussi
le Parlement wallon, le Parlement flamand et le Parlement de Bruxelles. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 40 alors qu'on est à 27 États membres. Et le risque qu'il évoque, c'est pas un risque nul. Si on prend un exemple concret, c'était sur l'accord commercial entre l'Union Européenne et le Canada. C'est un accord commercial qui, après sa validation par le Parlement Européen, devait être accepté par tous les parlements. Donc les 40 parlements européens, les 40 parlements dans l'Union Européenne. Et ce qui s'est passé, c'est que le Parlement wallon, donc la région de Belgique, s'est opposé, a dit non, je veux pas du CETA. Et donc du coup ça a complètement paralysé le système, on se dit bah merde, on doit régler la question du CETA parce que la Wallonie s'est opposée à ça, ce qui pose encore une fois des questions, voilà, est-ce qu'il est légitime que la Wallonie puisse bloquer un process qui aurait été approuvé par tout le monde, c'est par le Parlement européen, par les élus belges, etc., etc. Et en plus, à l'époque, enfin voilà, il y avait aussi des questions belgo-belges où le CETA était un peu instrumentalisé pour faire oublier des polémiques locales. Mais voilà, c'est un vrai risque et ça a mené aussi à des réflexions, par exemple dans le cadre de la politique commerciale, où après ça, la Commission européenne, ils font tout pour que les traités commerciaux soit à ce qu'on appelle la compétence exclusive, c'est-à-dire qu'il n'y a que le Parlement européen qui doit voter dessus, et le Conseil, et pas des traités à compétence mixte, c'est-à-dire un traité qui devrait être approuvé par les 40 parlements nationaux et régionaux. Donc c'est pas un risque imaginaire, c'est déjà arrivé. Ok, bah moi j'arrive un peu au bout de mes notes. Je vois pas d'autres questions dans le chat, donc on rentre un peu dans la conclusion. Hein, je vois qu'on est à peu près dans les temps. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc j'espère que vous avez apprécié l'interview de Geoffroy Didier, le format, la discussion qu'on a eu après. Hein. N'hésitez pas à me faire vos retours, soit dans le chat là, sur Twitter ou sur Discord. Hein. Vous avez tous les liens sont dans la bio ou sur l'écran. Donc n'hésitez pas à rejoindre la discussion. La semaine prochaine, je repasse à l'anglais. Hein, désolé. Je repasse à l'anglais et on n'a pas d'interview pour une fois. Donc je vais organiser probablement une discussion avec les gens de la bulle européenne autour d'un thème à déterminer. Peut-être la conférence sur le futur de l'Europe. Faut que je vois si et comment je peux organiser ça. Mais voilà, la semaine prochaine, on va avoir une discussion un peu plus large sur la politique européenne. Donc n'hésitez pas à revenir mardi prochain à 20h30. Je remercie aussi les nouveaux followers, les gens qui sont passés dans le chat pour poser des questions, etc. C'était vraiment bien. Suivez la chaîne, encore une fois, ça aide beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.